Je vais faire cette présentation sur l'analyse statique de code et je vais commencer par me présenter. Alors juste petit détail, c'est que je suis allé chez le dentiste tout à l'heure, donc j'ai encore une partie de la bouche paralysée. Si je bave, c'est ça, c'est rien d'autre. Donc, je m'appelle Loïc Joly, je travaille chez Sonar, qui est une entreprise qui fabrique des logiciels d'analyse statique de code, mais mon but, c'est pas de vous parler de ce logiciel en particulier, c'est vraiment de présenter un petit peu globalement le domaine. Le produit le plus connu de Sonar s'appelle SonarCube, et au sein de Sonar, je développe le cœur d'analyse de code pour les langages C, C++ et Objective-C. Je suis aussi membre du comité de standardisation du C++, donc c'est le groupe de gens qui fait évoluer le langage C++ et qui définit les nouvelles versions du langage. Je suis aussi membre d'un comité technique MISRA C++. Alors MISRA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de règles de codage, de bonnes pratiques, qui est très utilisée dans l'automobile, mais qui a pour but de gérer de tous les domaines safety critical, où le C++ est un langage merveilleux, mais qui peut être très mal utilisé. Et le C est un langage moins merveilleux et qui peut être encore plus mal utilisé. Et donc l'idée de MISRA, c'est de mettre en place des règles au-dessus du langage, de façon à s'assurer que les gens l'utilisent correctement et diminuer le risque qu'il y ait des bugs, surtout dans un environnement safety critical. Et j'enseigne aussi le C++ dans une école d'ingé pour des gens qui veulent développer des jeux vidéo. C'est un petit truc que je fais sur le côté. Et je participe aussi à des meet-ups C++ sur Paris. Et puis là, voilà, on m'a invité à présenter ici. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Vous aurez peut-être remarqué que j'aime bien C++. C'est un petit point commun dans tous les trucs. Donc je vous montrerai des exemples. Il y aura des petits exemples de code, mais mon but, c'est pas vraiment de se focaliser sur un langage. C'est de réellement parler un petit peu des techniques qui s'appliquent un petit peu partout. Voilà. Et si au cours de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et tout. Mon but, c'est pas de parler d'une traite sur un truc révisé. D'ailleurs, j'ai pas préparé plus que ça ce que j'allais dire. Donc, l'objectif de l'analyse statique de code, il y en a plusieurs. C'est d'éviter des bugs. On sait tous que quand on écrit du code, plus un bug est découvert tard, plus il coûte cher. Alors qu'un bug qu'on trouve dès le début, même avant même de compiler, on n'a même pas le temps de voir que c'est un bug, il disparaît tout de suite. L'analyse statique de code, ça intervient généralement après la compilation, mais avant qu'on soit parti en prod, donc c'est quand même une étape assez importante pour éviter les bugs qui pourraient être assez gênants. Le deuxième point, c'est aussi éviter les failles de sécurité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a quand même beaucoup de points communs, parce que souvent une faille de sécurité, c'est un bug qui est exploitable par quelqu'un de mal intentionné. C'est pas uniquement ça, mais il y a quand même beaucoup de ça, quoi. Et donc, on sait de nos jours que les failles de sécurité, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Mais c'est aussi conserver une souplesse pour pouvoir modifier le code, parce que écrire un code de 100 lignes, n'importe qui peut y arriver, même une IA. Écrire un code de 50 millions de lignes et continuer à le faire évoluer régulièrement, ça demande un peu plus de précaution. Et utiliser dès le début des bonnes pratiques, ça permet d'avoir du code qui va être plus facilement manipulable et qui ne va pas casser complètement à 15 endroits quand on en modifie. Accessoirement, avoir de bonnes performances. Il y a des points de l'analyse statique de code qui peuvent aider légèrement sur les performances. Ce n'est pas le point fort de l'analyse statique de code. Il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus appropriés que ça, mais dans certains cas, ça peut aider. Et l'idée, c'est que tous les langages peuvent avoir besoin de ça, mais comme je dis, le C et le C++ sont des langages particulièrement piégeurs où c'est très facile de faire n'importe quoi, et donc c'est des langages pour lesquels l'analyse statique de code est beaucoup plus demandé, mais aussi beaucoup plus mature. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'outil sur lequel je bosse, quand on a mis en place une analyse de code sur, sur du Java, on est les seuls du marché, ou alors, pas forcément les seuls, mais on domine vraiment le marché. En C++, il y a plein de gros acteurs qui vendent plein de grosses solutions et qui font plein d'argent en vendant l'analyse statique de code. Parce que c'est un domaine où on est beaucoup plus mature, puisque le besoin était plus important. Et d'ailleurs, certaines personnes qui font du Rust diraient que Rust, c'est du C++ avec de l'analyse statique de code intégrée dans le langage. C'est un petit peu simplifié comme vision, mais c'est pas complètement faux non plus. Alors, au niveau des outils, avant de parler sur l'analyse statique de code, je vais positionner ça par rapport aux autres outils
qui peuvent exister sur le code, il y a déjà toute une série d'outils dynamiques. Donc le but, c'est d'avoir du code qui marche, qui ne soit pas buggé, qui soit évolutif. Il y a déjà les tests, tous les tests unitaires. J'espère que, si vous faites du code, j'espère que vous faites des tests. Sinon, c'est peut-être la première chose à faire avant même de mettre en place la statique de code. Tout ce qui est technique de fuzzing, qui est des techniques pour essayer de trouver des données intéressantes à mettre en entrée pour voir ce que ça donne en sortie. Et c'est donc des techniques qui vont alimenter automatiquement des tests, par exemple, avec des données et essayer de regarder est-ce que, automatiquement mettre des zéros, mettre des grosses données, mettre des données triées dans l'ordre inverse, enfin, tout un tas de techniques pour essayer d'exercer les algorithmes avec des données de nature différente qui risquent de les mettre en difficulté. Il y a tout ce qui est sanitizer. Donc là, on va instrumenter le code qu'on génère de façon à pouvoir détecter plus de problèmes. Alors, dans le domaine du C++, il y a Asana ou UBSAN qui sont dans l'écosystème Clang LLVM qui sont très connus pour faire la sanitisation. Par exemple, Asana, c'est Address Sanitizer. L'idée, c'est quand on alloue de la mémoire, si on a compilé en mode Asana, on va allouer un peu plus de mémoire ou 2 fois plus de mémoire, et on va tracer ce qui se passe. C'est par exemple, si je simplifie, c'est si j'alloue 20 octets de mémoire, Asana va en allouer 20 plus. Et puis quand je vais écrire dans un octet, Asana va faire qu'on va mettre dans les 20 plus qui ont été alloués, on va mettre un petit flag comme quoi ça y est, j'ai écrit dedans. Et puis et comme ça, et quand je lis, je regarde, est-ce que je lis un truc où j'avais écrit ? Non, du coup, je suis en train de lire une valeur complètement random. Donc, c'est le genre d'outil qui a un coût non négligeable sur la performance, typiquement x2 sur la mémoire allouée, et puis des affectations en plus pour faire du bookkeeping, mais qui en contrepartie nous permet de dire là, tu es en train de lire de la mémoire qui n'a pas été allouée, que tu n'as pas le droit. Ou typiquement, quand on va allouer un certain nombre d'octets, il va allouer un petit peu une sentinelle d'abord, une sentinelle après, puis si jamais on écrit sur ces sentinelles, il va dire oula, tu es en train d'aller au-delà des limites de ton tableau. Donc ce genre d'outil peut être très utile pour trouver des bugs. Un des problèmes, c'est que ça a un impact important sur la performance. Donc typiquement, si on fait du temps réel, ça peut être difficile, mais c'est intéressant quand même. Après, il y a tout ce qui est des outils pour suivre l'exécution, pour tracer ce qui se passe lorsqu'on exécute le programme. C'est plus une aide au débugage qu'autre chose. Donc, on peut juste tracer par où on passe. On peut aussi tracer les allocations mémoire. Typiquement, si vous êtes avec un langage avec un garbage collector, il se peut que vous ayez des fuites mémoire quand même. C'est-à-dire que vous tenez une référence à un objet, mais vous ne pensez pas que vous la tenez, et cet objet en tient un autre, en tient un autre, en tient un autre. Et ça m'arrivait à une époque où j'ai fait du C#, erreur de jeunesse, à une époque où j'ai fait du C#, on avait une application graphique standard, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'elle prenait plein d'espace mémoire. Simplement parce que quelque part, il y avait une référence qui n'était plus utile, mais qui était maintenue par un callback et qui faisait qu'elle-même tenait en mémoire tout ce qui s'était passé depuis le lancement du programme. Et bien, il y a des outils qui permettent de tracer un graphe de la mémoire alors toujours pareil, c'est un peu long, c'est un peu lourd, mais quand on a des problèmes, ça peut aider. Ils tracent le graphe de la mémoire et puis on dit mais pourquoi est-ce que ça c'est toujours vivant, ça devrait être mort, et lui est tenu vivant par lui, qui est tenu vivant par lui, oui. Et là, ça permet de localiser à quel endroit on a oublié de couper les liens de mémoire. Il y a tout ce qui est profiling, donc là où c'est mesurer les performances. Donc ça peut être, on mesure le temps d'exécution de chaque ligne de code, ou on fait des échantillonnages et toutes les X millisecondes, on regarde quelle est la pile d'appels de façon à recréer ce genre d'informations en étant un peu moins impactant sur le temps d'exécution lui-même. Ou ça peut être aussi regarder des registres internes du processeur. Donc ça, typiquement, c'est des outils comme Valgrind d'Intel qui vont dire le processeur a des statistiques internes sur, par exemple, quand j'ai voulu accéder à de la donnée, est-ce qu'elle était dans mon cache ou est-ce que j'ai dû accéder à de la donnée qui était extérieure au cache, et des statistiques là-dessus. Donc ça peut être intéressant pour comprendre pourquoi mon algo est lent alors que je ne fais rien de mal. Je pensais que tout était dans le cache, mais sans arrêt, il est obligé d'aller chercher dans la RAM. Donc forcément, il va être beaucoup plus lent. Et il y a des outils de coverage où là, ça va être, on va plutôt exécuter les tests et se dire, sur tous les tests que j'ai exécutés, il y a ces 10 lignes de code, je ne suis jamais passé dedans. Donc, il me manque des cas de tests. Et où
Ça peut être, alors je suis passé dans les lignes là, mais uniquement dans la condition où c'était vrai, pas dans la condition où c'était faux. Ou il y a aussi le MCDC, il ne faut pas me demander plus en détail ce que c'est, mais c'est très utile pour tout ce qui est safety critical. Je crois que c'est obligatoire dans des normes d'avionique d'utiliser ce type de couverture de test. C'est une façon de... Alors, passer dans tous les chemins possibles, il y a une explosion combinatoire qui fait que c'est impossible, mais c'est une façon de sélectionner les bons chemins pour avoir une bonne confiance dans quel chemin on est réellement passé. Et puis, les outils statiques de code. Il y a ce qu'on appelle le SCA, le Software Composition Analysis. Là, c'est le fait de dire qu'un logiciel vit rarement isolé tout seul dans son coin. Il a des dépendances. Et quand il y a une faille qui est découverte dans une dépendance, il faut se mettre à jour. Donc ça, techniquement, c'est pas très compliqué, c'est très très chiant parce que c'est tous les trois. Enfin, si vous faites du JavaScript où les dépendances bougent sans arrêt dans tous les sens, tous les 2 jours, vous allez avoir votre CI qui va vous dire il faut que tu mettes à jour ces 10 bibliothèques parce qu'on a trouvé des failles de sécurité dedans. Et donc, si tu ne te mets pas à jour, ça devient ta responsabilité si jamais ces failles sont exploitées dans le contexte de ton propre logiciel. D'autres outils, il y a les détections de copier-coller. Il y a des outils, parce que le copier-coller de code, déjà, c'est généralement pas bon en termes de qualité. Et en plus de ça, ça peut être aussi utile pour détecter du plagiat, suivant le domaine où on est. Alors, dans l'enseignement, par exemple, ce genre d'outil peut servir, mais ça peut être aussi utile, par exemple, pour s'assurer qu'il y a des boîtes qui n'ont pas le droit d'utiliser du code open source sous licence GPL, sous licence LGPL, et donc du coup, vérifier, mettre en place un outil qui va détecter qu'il n'y a pas un développeur qui a copié-collé un algo qu'il a trouvé quelque part sur Internet et qui n'avait pas le droit parce que la boîte n'a pas les droits sur cet algo. Il y a tout ce qui est formatage, style. Donc ça peut être les conventions de nommage, ça peut être des outils qui vont s'assurer que tout le monde met bien le bon nombre d'espaces ou de tabulations. Alors c'est configurable parce que personne n'arrive à se mettre d'accord sur c'est quoi le bon nombre, mais au sein d'une entreprise, il y a moyen de faire ça. Et aussi de forcer par exemple des accolades quand on a une condition, ce genre de choses. Ces outils-là, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, c'est un problème qui est résolu. C'est-à-dire que mettez Clang Format si vous faites du C++ ou du C. Vous ne serez peut-être pas content à 100% du formatage, mais ce sera mieux que chacun fait son formatage dans son coin. Voilà. Ensuite, il y a des outils qui vont se focaliser principalement sur mesurer le code. Pas y trouver des problèmes, mais simplement le mesurer. Donc ça peut être, alors la mesure la plus basique, c'est le nombre de lignes de code. C'est basique, mais c'est quand même intéressant, ça donne une information. Alors, le problème de toutes les métriques, c'est que si on met trop de choses derrière la métrique, ça ne sert à rien et c'est contre-productif. Mais si vous êtes un prestataire et qu'on vous demande de reprendre le code qui a été fait par d'autres prestataires auparavant, avoir une idée, est-ce que c'est du code de 1000 lignes, de 1 million ou de 100 millions, ça peut vous donner une idée de comment chiffrer. C'est très basique, mais c'est une métrique qui n'est pas plus idiote que d'autres. Enfin, il y en a d'autres qui sont plus idiotes que celle-là, on va dire ça comme ça. La taille de chaque fonction, c'est une métrique qui va permettre de dire si je commence à avoir une fonction de 9000 lignes, si le jour où j'ai un peu de temps pour investir pour nettoyer le code, je vais peut-être regarder celle-là plutôt que d'autres. Ou si elle marche très bien depuis 20 ans, je vais au contraire surtout pas regarder celle-là parce que je sais que c'est un piège et que si je commence à mettre le doigt, il y a mon bras qui se fait bouffer. Il y a des métriques de complexité. Alors, la plus connue, c'est ce qu'on appelle la complexité cyclomatique. Ça va indiquer sur une fonction finalement le nombre de cas de tests possibles pour couvrir la fonction. Donc typiquement, dès qu'il y a un if, on ajoute 1, dès qu'il y a un for, on ajoute 1, et on a une métrique qui indique une fonction qui est juste une série d'appels en linéaire ou une fonction qui a des if n'a pas la même complexité. Elle est très connue parce que c'est une des premières métriques qui a été mise en place. Donc, des gens qui ne savaient pas quoi faire d'autre mesurent la complexité cyclomatique. Ce n'est pas compliqué à calculer du tout. Ce n'est pas très utile. Dans notre boîte, on a défini ce qu'on appelle la complexité cognitive, qui est un petit peu la même idée, mais qui essaye de représenter un peu plus la manière dont un développeur écrit son code. Typiquement, si j'ai 15 ifs imbriqués, ou si j'ai un switch avec 15 possibilités, la complexité cyclomatique sera la même.
Par contre, en termes de compréhension du code, si j'ai un Swift sur une valeur avec 15 possibilités, c'est beaucoup plus simple que si j'ai des if avec des conditions qui peuvent être toutes différentes les unes des autres. Donc, on a essayé de mettre en place une complexité. Alors, comme toute métrique, c'est imparfait, mais on a essayé de mettre en place une complexité qui soit plus proche de ce qu'un utilisateur, ce qu'un développeur arrive à modéliser dans sa tête plutôt que du nombre de cas de test. Par exemple, la complexité cognitive aussi, c'est si j'ai des ifs les uns à la suite des autres, ça ne va pas avoir le même coût que si j'ai des ifs imbriqués. Alors que de la complexité cyclomatique, ça a le même coût. Le couplage. On va pouvoir mesurer est-ce que mes classes sont bien découplées les unes des autres ou est-ce qu'au contraire j'ai du couplage dans tous les sens, y compris des références circulaires entre les classes, ce qui fait que dès que j'essaie de modifier quelque chose, l'impact de ma modification va devenir incontrôlable. Donc ça, c'est des outils qui sont un peu plus haut niveau, qui vont plus être au niveau un petit peu architecture du code plutôt qu'au niveau bug lui-même. Alors, il y a un truc qui s'appelle les function points, où il y a des consultants spécialisés en calcul de function points, que vous pouvez payer très cher pour vous dire combien de function points à votre code. L'idée de base du function point, c'est d'essayer de calculer la complexité du code sans regarder le code. En regardant simplement quels sont les écrans de saisie de données et quels sont les champs de base de données et quel champ de saisie impacte quel champ de base de données. Et à partir de ça, il y a une métrique qui est censée être capable de dire, alors même que le code n'est pas écrit, simplement à partir des specs, qui est censée être capable de dire la taille que devrait faire le code. Alors, si l'application que vous faites, c'est juste une interface graphique par-dessus une base de données, peut-être que cette métrique a du sens, mais typiquement avec ce genre de métrique, une application qui prend une chaîne de caractères et qui la met dans la base de données, ou une application qui prend une chaîne de caractères, qui considère que c'est un prompt pour une IA et qui fait tourner un moteur que vous avez développé vous-même pour stocker le résultat du prompt dans la base de données, auront exactement le même coût en termes de function point. Vous comprenez que ça peut limiter, quoi. Mais si vous voulez faire consultant qui gagne plein d'argent, je vous conseille de regarder ça. Alors, le problème de toutes les métriques, c'est que ce n'est pas forcément très actionnable. Et surtout, j'ai une complexité de 50, où l'outil disait que c'était correct, je fais une petite modif, je passe à 51, l'outil dit que c'est pas bien. Ça veut dire quoi en fait ? Il n'y a pas de seuil vrai à partir duquel c'était bien, ça ne devient pas bien. Donc du coup, on a tendance à dire « Ah ouais, mais moi j'ai juste ajouté mon petit truc, je suis passé de 50 à 51, c'est pas gênant. » Enfin, c'est le problème que chaque petit incrément est acceptable, même si au résultat on obtient quelque chose qui ne l'est plus. Mais du coup, au quotidien en tant que développeur, comment est-ce que j'agis là-dessus ? On m'a demandé, il y avait un cas qui n'avait pas été pris en compte, je le prends en compte, la complexité déborde, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois réécrire tout le code pour faire différemment ? Peut-être, mais est-ce que c'est le bon moment pour le faire ? C'est un gros problème des métriques, c'est quelque chose qui est... ça peut donner une idée globale de la santé d'un bout de code, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément actionnable directement au quotidien. Et surtout, si vous commencez à mettre trop de fois dans les métriques et à forcer des gens à les suivre, vous allez avoir des effets négatifs extraordinaires, quoi. C'est ah, j'ai trop de lignes de code. Bon, ma fonction a trop de lignes de code, je vais tout mettre sur une seule ligne de code. C'est un peu caricatural, mais à partir du moment où on force des gens à suivre des choses, c'est des choses qui arriveront forcément. Alors, ensuite, il y a des règles alors, je vais passer rapidement sur les 4 points parce que ça va être la suite de la présentation. Donc, il y a des règles qui vont correspondre à des bonnes pratiques de codage. Tout ce que vous pouvez, alors je crois que dans la salle, il y en a un certain nombre qui font du C++, d'après les discussions que j'ai pu avoir auparavant. Tout ce qui est dans les bouquins de Scott Meyer, par exemple, ça peut se traduire en règles qu'un outil va pouvoir valider. Il y a tout ce qui est tent analysis. Alors l'idée de la tent analysis, ça va être de surveiller que des données utilisateurs ont bien été
sanitisé, rendu propre avant d'avoir un impact sur le code. J'entrerai plus en détail dessus. Tout ce qui est exécution symbolique, donc là on va simuler l'exécution du code, mais pas avec des vraies valeurs, mais avec des symboles pour essayer de détecter des situations qui sont problématiques. Et les méthodes formelles, qui est une variante de ça, mais j'entrerai plus en détail dessus dans le reste de la présentation. Donc, j'ai essayé de positionner un petit peu les outils d'analyse statique par rapport à l'ensemble des outils qui permettent d'analyser du code. Donc maintenant, comment marchent les outils d'analyse statique? La première étape, c'est de comprendre du code. Et donc je vais commencer par une analogie que des profs de français aimeraient peut-être, qui est une souris verte qui courait dans l'herbe. Comment est-ce qu'on analyse du code? En fait, c'est très proche de la manière dont on peut analyser un langage, dans un cours de grammaire, par exemple. L'idée de base, quand on a une souris verte qui courait dans l'herbe qui apparaît face à nous, c'est de se dire, comment est-ce que nous, on comprend cette phrase-là? On le comprend parce qu'on a bossé depuis notre enfance à essayer de comprendre ce genre de choses, mais si on analyse les différentes étapes, il y a la première étape qui consiste à créer des tokens, c'est-à-dire à découper cette soupe de caractères en groupes qui ont du sens. Donc, les tokens, c'est une souris verte. Voilà. Après, il y a la question, est-ce que l'apostrophe c'est un token ou pas? Il y a des discussions, il y a différents choix. Mais là, j'ai découpé comme ça. Mais là, les tokens, ils apprennent pas. Est-ce qu'il y a moyen de déployer tout d'un bloc ou pas? Je ne sais plus trop mes raccourcis clavier. Non. Bon, tant pis, je vais les développer un par un. Donc, l'idée, c'est que les tokens, quand on les voit, simplement en regardant des infos d'un dictionnaire, on a déjà des informations au sujet des tokens. Donc on sait que dans une souris verte, une c'est un déterminant, souris c'est un nom, verte c'est un adjectif. Qui c'est un pronom. Donc là pour l'instant, on est toujours en mode linéaire. Chaque token, on lui attribue un type. Ensuite, on peut entrer dans une phase syntaxique. Là, on a des règles de syntaxe. Par exemple, on sait qu'un groupe nominal, ça peut être un déterminant suivi d'un nom, ou un déterminant suivi d'un adjectif et suivi d'un nom, ou un déterminant suivi d'un nom et suivi d'un adjectif. Alors, dans un langage de programmation, ces règles, c'est la définition du langage. Dans un langage, dans une langue naturelle, les règles sont beaucoup plus complexes et un petit peu vagues. Mais il y a la même chose qui existe un petit peu. À partir de ça, on va construire un arbre qu'on appelle AST, l'arbre Abstract Syntax Tree. Et l'idée, ça va être donc là, c'est dommage que j'arrive pas à tout déployer d'un coup. Bon, tant pis. Hop, on va le faire à la main. Donc là, l'idée, cette même phrase, on va la regrouper avec de ces règles. Donc là, on a dit qu'un groupe nominal, ça pouvait être un déterminant, un adjectif et un nom, ou un déterminant, un nom, un adjectif. Et bien là, il se trouve qu'on a un déterminant, un nom, un adjectif. Donc ça, on va en créer un groupe nominal. Et ce groupe nominal, ensuite, on va regarder avec des règles plus haut niveau que une phrase, ça peut être sujet, verbe, complément. Et donc, ce groupe nominal, vu sa position, ça va être le sujet. Et derrière, ça tombe bien, il y a courir qui a un verbe. Et puis derrière, complément circonstanciel de lieu. J'espère que ça ne rappelle pas des traumatismes du collège pour certains, avec les compléments de l'objet indirect, complément de l'objet second, toutes ces joyeusetés. Et donc, avec une proposition, un autre groupe nominal qui est déterminant un nom pour dans l'herbe, l'apostrophe herbe. Et donc, en faisant ça, on a reconstituer du sens par-dessus. Au départ, on part d'une liste de caractères qui viennent les uns après les autres, et au final, on a reconstitué une structure logique de phrases. Eh bien, ce que fait un compilateur, c'est exactement la même chose. Pardon, j'ai oublié, derrière la phase syntaxique, il y a une phrase sémantique qui est quand on parle de souris, on sait que c'est un animal ou que c'est un truc comme ça. Et par le contexte, on va savoir que là, je ne parle pas de ce truc-là, mais je parle de l'animal. Même si le fait qu'il soit vert, c'est un peu bizarre. Ouais, bon. Et donc, et puis l'herbe, qui courait dans l'herbe, voilà, on peut rajouter, ensuite on peut avoir une phase qui apporte du sens par rapport au mot. Donc ça, c'était l'analogie. Maintenant, si je prends un exemple un peu plus réaliste, si j'ai quelque part une expression qui est double Celsius, d'ailleurs avec des belles fautes d'orthographe, égale 32 plus Fahrenheit fois 1,8, la phase de token, je vais décomposer double Celsius égale 32 plus Fahrenheit fois 1,8 point virgule. Et là, il y a une case vide qui n'a rien à faire là. Mais comme j'ai pas mis, je n'arrive pas à voir mes touches, c'est celle-là. Donc ça, c'est mes tokens. Et mes tokens, je les ai typés. C'est-à-dire que double,
on pourrait avoir différentes façons de construire la grammaire du langage. Là, la manière dont je l'ai fait, c'est que je dis que double c'est un identifiant, 7 c'est un identifiant, égal c'est un opérateur, 32 c'est un nombre, etc., etc. Donc là, une fois que j'ai ça, j'ai mes règles de grammaire de syntaxe du langage qui me disent comment les assembler. Et à partir de ça, je vais créer un AST. Et donc là, typiquement, alors j'utilise un AST assez proche de ce que ferait Clang. C'est, je dis que mon nœud racine de mon arbre, c'est une déclaration de variable, puisque c'est ce que je suis en train de faire, déclarer une variable. Cette déclaration de variable, elle a 3 fils dans l'arbre. Elle a un fils qui correspond au nœud de la variable, au nom de la variable qui est Celsius. Elle a un fils qui correspond au type de la variable qui est double. Elle a un fils qui correspond à la valeur initiale de la variable. Et là, on voit que les règles de syntaxe vont définir dans quel ordre les opérations vont s'effectuer. On va déjà faire la multiplication entre Fahrenheit et 1,8 et ensuite on fera la somme entre le résultat de cette multiplication et 32. Donc on ne prend pas les trucs dans l'ordre, mais on a reconstitué la logique avec les règles du langage, les règles de priorité d'opérateurs, etc. Donc là, on va basculer vers un exemple. Donc si vous faites du C++ et que vous ne connaissez pas Compiler Explorer, je vous invite à le découvrir. Ça permet de faire plein de trucs à partir du code source. Et là, justement, j'ai pris un petit exemple de code où c'est ce qu'on a vu, sauf que je l'ai emballé dans une fonction. Et on voit qu'ici, il est capable de me sortir l'arbre qui correspond à ce que j'ai dit. Donc là, par exemple, là, il y a une multiplication entre la valeur 1.8 et la variable Fahrenheit qui est... et il y a une phase un petit peu sémantique puisqu'il est capable de dire je fais référence à une variable qui est définie ailleurs et il est capable... Alors là, on ne le voit pas, mais... là, en fait, il y a l'adresse de la variable où ils l'ont cachée, mais cette adresse-là, on voit que c'est la même que celle qu'il y a au niveau... Enfin, on pourrait voir que c'est la même que celle qu'il y a au niveau de la déclaration du paramètre de fonction. C'est-à-dire qu'en fait, il a relié cette variable-là avec cette variable-là. Alors là, ça a l'air tout bête, mais on pourrait avoir des complexités. Par exemple, quand on appelle une fonction avec la surcharge de fonction, trouver quelle est la bonne fonction à appeler, c'est des algos extrêmement complexes. Mais une fois que c'est encodé dans l'arbre, avec les règles du langage, on va être capable de savoir exactement quelle fonction on doit appeler à quel endroit. Alors, vous voyez aussi qu'il y a peut-être des choses supplémentaires, que l'arbre est un petit peu plus compliqué, parce que toujours pareil, les règles du langage font qu'il y a des castes qui apparaissent à plusieurs endroits pour faire que les choses se passent bien. Mais globalement, on retrouve la même chose. Et là, pour l'instant, ce que je vous ai montré, ce n'est pas de l'analyse statique, c'est de la compilation. Mais en fait, pour être capable d'analyser le code, il faut être capable de le comprendre de la même manière qu'un compilateur est capable de le comprendre. Donc la première phase est très très proche. Donc, une fois qu'on a une relativement bonne compréhension du code, on va ensuite pouvoir mettre des règles syntaxiques. Donc, je reprends un exemple dans Compiler Explorer. Hop, donc là, j'ai fait un exemple un petit peu plus avancé. Et là, l'idée, c'est, il y a un truc qui est piégeur en C, c'est que le signe égal, ça ne fait pas un test d'égalité, mais ça affecte une valeur. Et donc, si on veut piéger quelqu'un qui débute, après, un vrai développeur C ou C++, c'est devenu naturel pour lui, mais quelqu'un qui ne connaît rien, il va pouvoir écrire, par exemple, if A égale B, et s'attend à ce que ça veut dire, je vais tester que A et B sont égaux, et en pratique, ça va faire qu'il va affecter la valeur de B à A. Et donc là, on va ensemble écrire une règle qui va permettre de détecter ce cas-là. Donc, on commence par un cas de test, parce que je vous ai dit, les tests, c'est ce qui est indispensable au début. Donc là, j'écris un cas de test avec un certain nombre de choses, où là, par exemple, ce égal, il est légitime, je suis en train d'affecter une valeur, celui-là aussi. Là, j'appelle celui-là à voir est-ce qu'il est légitime ou pas, mais parce que passer à la fonction G A égale B, est-ce qu'on voulait les comparer et lui passer un booléen, ou est-ce qu'on veut affecter B à A et passer la valeur de A? C'est litigieux. Donc c'est intéressant d'ailleurs que ça soit litigieux parce que toutes les règles de bonne pratique, la complexité importante de ces règles de bonne pratique, c'est justement qu'est-ce qu'on fait dans les cas litigieux. Souvent, c'est des règles où implémenter la règle n'est pas forcément ultra complexe, mais par contre, bien définir les limites de la règle, à partir de quand on considère que le code est légitime ou qu'il ne l'est pas,
C'est là où ça demande beaucoup d'expérience et de subtilité et d'aller-retour et d'utilisateurs pas contents et d'itération jusqu'à arriver à avoir finalement une règle qui soit bonne. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment, nous, c'est ce cas-là qu'on a envie de détecter. Et par contre, ce cas-là, il ne faut pas qu'on détecte. Ça, c'est le cas qui est légitime. Mais si on a des parenthèses autour du truc, on a peut-être envie de le détecter aussi. Et puis si ce n'est pas directement A égale B, mais des expressions plus avancées, on a peut-être envie de les détecter aussi. Par contre, A différente B, on ne veut pas le détecter. Là, c'est bon. A plus égale B, c'est encore un cas un peu limite. On fait une affectation dans une condition, donc c'est peut-être pas très propre. En plus, va y avoir une conversion d'entier en booléen, c'est peut-être pas très propre, mais c'est peut-être une autre règle. Donc, à voir. Donc ici, j'utilise un outil qui s'appelle ClonQuery, puisque je vous ai dit qu'ici, donc là, ce que vous voyez, c'est l'AST, donc l'arbre correspondant à l'ensemble du programme. Il utilise des couleurs pour réussir à faire la correspondance entre le code et l'arbre. Et là, ce qu'on va essayer d'écrire ensemble, c'est comme l'arbre existe, il y a un langage qui permet d'écrire des requêtes pour interroger l'arbre. Et donc, c'est ce qu'on va écrire. Donc, la première requête qu'on va écrire, ça va être, je vais lui demander M pour dire match, match-moi. Donc, on va essayer de matcher tous les... alors, il faut que je regarde moi. Voilà. J'ai une petite anti-siège derrière quand même parce que... Donc, je vais matcher les binary operators. Si je fais ça, je vais matcher un peu tout. Donc, on va matcher peut-être pas tous les binary operators. Et donc là, il me met en dessous. Il met ce qu'il a matché. Donc là, en ayant fait ça, il a eu 8 matchs. Et il souligne tous les endroits où il a eu des binary operators. Mais je ne veux pas matcher tous les binary operators. Je veux matcher que ceux qui correspondent à un assignment. Donc je crois que c'est ça la syntaxe, avec un A majuscule. Donc en ayant fait ça, voilà, donc là maintenant, il n'en matche plus que 6. C'est-à-dire que le différent, par exemple, on voit qu'il ne matche plus le différent. Par contre, il matche toujours le plus égal, parce qu'il considère que c'est effectivement un assignment. Peut-être qu'on le veut, peut-être qu'on ne le veut pas. Là, pour l'instant, on va s'arrêter là. Par contre, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'ici, il matche le A égale B qui est ici. Celui-là, je ne veux pas. C'est légitime que je fasse un assignment à cet endroit-là. Donc, on va enrichir les choses. On veut matcher les binary opérateurs qui sont dans un if. Donc, on va écrire qu'on va matcher un if statement qui a, alors c'est un as, ouais, c'est as condition. Donc, qui a comme condition un binary operator qui est soit un assignment. Et si je fais ça, là, il n'y a plus rien qui match. C'est bizarre. Il devrait matcher logiquement. Pourquoi ? C'est ce que je vous ai dit au niveau de l'arbre. Vous voyez qu'il rajoute des choses. En particulier, ici, si on regarde par exemple sur celui-là qui devrait matcher, il ajoute des castes, plusieurs séries de castes. Entre autres, le A égale B, ça retourne un entier. On est dans un if, il veut un booléen. Donc automatiquement, le langage va ajouter un cast de l'entier vers le booléen. Bon, on va lui dire que ces trucs-là ne nous intéressent pas. Donc c'est ignoring implicit. Donc là, je lui dis d'ignorer dans l'arbre tous les nœuds qui sont implicites. Et donc là, hop, il me match ce if-là. Alors par contre, maintenant, ce qui me match, c'est le if. Ce n'est pas le if qui m'intéressait, c'était l'opérateur lui-même. Donc je vais juste lui ajouter bind de bug. Et donc là, maintenant, il va normalement, dès qu'il a rafraîchi, voilà. Il me dit, il a eu plusieurs matchs. Il a matché bug à cet endroit-là, ça me plaît bien. À cet endroit-là, ça me plaît bien. À cet endroit-là, on a dit peut-être, peut-être pas, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Et donc, on a écrit une règle d'analyse statique de code. Alors, la vraie règle qu'on a dans le produit, elle est plus subtile que ça. Forcément, c'est pas juste, on
On ne vend pas juste 2 lignes de code comme ça en disant que voilà, on a une valeur ajoutée plus importante que ça, mais dans l'idée, c'est un peu ça. La plupart de ces bonnes pratiques sont des règles qui sont basées sur la structure du code. En regardant l'arbre et en disant tu ne devrais pas avoir tel nœud en dessous de tel nœud, à moins que tu aies tel autre nœud au-dessus, etc., etc., on arrive à avoir des règles qui font beaucoup de sens au final. N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui. Le proto-langage que tu as à droite, c'est quoi du coup ? Alors c'est un outil qui s'appelle Clang Query, qui fait partie de la liste d'outils de Clang et qui définit ce langage-là. Et en fait, il y a une API C++ qui permet d'écrire les requêtes et ils en ont fait une version dynamique. Tu lances Clang Query en ligne de commande et puis tu tapes ça et il te le fait. Okay. Ça peut être aussi utile au-delà de faire des outils comme pour de l'analyse statique de code, ça peut être aussi utile pour faire du refactoring de code automatisé. Par exemple, un exemple tout bête, vous décidez d'échanger l'ordre des arguments d'une fonction. Vous pouvez écrire un petit truc comme ça. Après, vous pouvez tester dans Clang Query, ensuite vous pouvez intégrer à ClangTidy pour appliquer des modifications au résultat. Donc ça, c'est des règles syntaxiques. Après, il y a des règles sémantiques. Alors, c'est quoi une règle sémantique ? C'est des règles qui ne vont pas être liées à la structure du code, mais au comportement du code. Et le problème, c'est que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette personne-là. J'ose imaginer, pour ceux qui sont dans le domaine informatique, dans la théorie, qui a travaillé sur le problème de l'arrêt. Et en fait, le problème, c'est que dès qu'on veut faire de l'analyse sémantique, on se cogne au problème de l'arrêt. Donc, je vais faire une micro-démonstration, parce que j'aime bien faire des maths un petit peu de temps en temps, mais pas une vraie, une pseudo-démonstration avec des mains. Donc l'idée, c'est, on aimerait créer un programme, donc c'est la case jaune au milieu, qui, quand on lui fournit le code source d'un programme et les données d'entrée d'un autre programme, est capable de dire, est-ce que l'autre programme va s'arrêter ou est-ce qu'il va tourner en boucle sans jamais s'arrêter ? Et donc, pour démontrer qu'il y a un souci avec ça, on va travailler par l'absurde. Imaginons que cet algorithme existe. On va modifier cet algorithme légèrement pour que, dans le cas où il me dit que le programme qu'on lui passe en entrée s'arrête, au lieu de dire oui, on lui dit tourne en boucle infinie. Donc maintenant, on a un algorithme. Si le programme qu'on lui passe en entrée, avec les données qu'on lui passe en entrée, s'arrête, lui passe en boucle infinie, sinon il s'arrête. Et il dit non, il n'y avait pas de boucle. Et maintenant, on va fournir à cet algorithme ce propre algorithme. Et donc là, on va dire, si mon algorithme s'arrête, en ce cas-là, je pars en boucle infinie, mais dans ce cas-là, ce n'est pas logique, puisque ça veut dire que je pars en boucle infinie. Et donc, on a une démonstration, on arrive à une contradiction. Et donc ça, c'est le problème de l'arrêt, qui est qu'il est impossible d'écrire un programme capable de détecter que n'importe quel bout de code s'arrête ou ne s'arrête pas. Et en fait, c'est ça, le théorème de l'arrêt, c'est un cas générique, mais il y a le théorème de Rice, alors je vais t'amuser à faire un grain de riz qui fait des théorèmes, mais le vrai Rice, c'est ce monsieur-là, c'est pas le grain de riz, et en fait, c'est une généralisation du problème de l'arrêt. C'est le fait de dire que toute propriété sémantique non triviale est non démontrable. Alors l'extension elle est assez facile en fait. Vous faites le même raisonnement où au lieu de détecter est-ce que le programme s'arrête, vous détectez est-ce que le programme a une fuite mémoire, est-ce que le programme efface 2 fois la mémoire et vous arrivez exactement, enfin la généralisation elle vient assez naturellement en fait. Donc on aimerait bien avoir de l'analyse statique de code sémantique, mais il y a un théorème qui nous dit que ce n'est pas possible. Et globalement, un théorème, c'est un sacré boss de fin de niveau en général. On a un petit peu mal. C'est-à-dire quoi ? Qu'on est foutu, qu'on met la clé sous la porte et puis qu'on arrête. Donc, est-ce que nos analyseurs combattent des moulins algorithmiques ? Il faut que je m'amuse avec de l'IA de temps en temps quand même. Alors non, on n'est pas foutu. Pourquoi ? Parce que ce que dit le théorème, c'est que il est impossible d'écrire des algos qui donnent toujours une réponse. Mais il n'y a rien qui empêche d'écrire des algos qui donnent pas mal de réponses dans pas mal de cas. Et qui, au bout d'un moment, disent je ne sais pas. Voilà.
Ça, le théorème ne l'empêche pas. Mais par contre, ça veut dire qu'on est dans un domaine qui est un petit peu, c'est pas blanc ou noir, c'est un peu gris. On n'est pas capable d'écrire des théorèmes des algos qui vont tout le temps donner la bonne réponse. Donc il y a des heuristiques. On va privilégier le fait de dire, d'avoir des faux positifs ou des faux négatifs. Par exemple, si je fais un programme qui est un petit jeu sur mon téléphone portable, j'ai envie que l'analyse statique me dise que j'ai un problème, que si j'ai vraiment à coup sûr un problème. Parce qu'ils me disent que là, il y a peut-être un problème, mais je ne suis pas sûr. Ouais, en fait, on s'en moque. Par contre, si je suis en train de développer le système de guidage d'un missile nucléaire, là, j'ai peut-être envie qu'ils me disent je ne suis pas sûr que tu n'as pas de problème, regarde ton code à nouveau. Donc, suivant l'usage qu'on veut faire du truc, on va avoir des algos différents, écrits potentiellement par des entreprises différentes, parce que chacune se spécialise sur un certain type d'usager. Donc, on peut faire des choses, mais on est dans un domaine où il n'y aura pas d'absolu, en fait. Et aussi, plus on veut être précis, plus ça va prendre du temps. Parce qu'on va devoir, il y a une complexité d'analyse du code qui est là et qui peut faire que si on veut avoir des certitudes sur ce qui se passe, on va peut-être, pour un programme relativement simple, on va peut-être faire tourner un outil d'analyse pendant des jours ou des semaines ou des mois. Par contre, j'ai oublié de déployer un truc, ou j'ai perdu des choses. Comment ça marche ? Le nœud, comment ça marche? Merci beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ce genre d'analyse? La première chose qu'on va faire, c'est que l'arbre syntactique, il nous a bien aidé jusqu'à présent, mais là, on atteint les limites. Pourquoi? Parce qu'il représente la syntaxe. Il ne représente pas ce qui va s'exécuter, il représente comment le programme est écrit. Donc, la première chose qu'on commence à faire, c'est ce qu'on appelle un CFG, contrôle flow graph. Le but du CFG, il est double. Le premier but, c'est de faire un graphe qui va représenter les chemins possibles à l'intérieur d'une fonction. Donc là, j'ai une fonction avec un if, else, if et else. Je commence par le test est-ce que l'âge est inférieur à 12. Si oui, je dis de regarder Frozen 2. Sinon, j'ai un deuxième test est-ce que l'âge est supérieur et inférieur à 17. Si oui, je dis vous pouvez regarder Twilight. Sinon, vous pouvez regarder le movie sans aucune restriction d'âge. Ça représente les chemins possibles à l'intérieur du code. Mais ce n'est pas tout ce que fait le CFG, il va aussi linéariser l'exécution. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez cos de 2 plus 3x, on a déjà vu qu'en termes d'arbre, la multiplication va avoir lieu avant l'addition. Eh bien, le CFG va dire, je vais calculer 3 fois x, je vais stocker ça dans une variable intermédiaire, puis je vais calculer 2 plus cette première variable intermédiaire, je vais stocker ça dans une autre variable intermédiaire, puis je vais calculer cosinus de cette variable intermédiaire, stocker ça dans une autre variable intermédiaire, puis affecter le résultat de cette variable intermédiaire à y. Ça, si jamais vous regardez du code assembleur généré par un compilateur, c'est très proche de ce qu'il fait là. C'est-à-dire que cette tâche de générer le graphe de bloc et de linéariser l'exécution, c'est une tâche qui a aussi lieu par un vrai compilateur au moment où il va générer de l'assembleur. Après, il fait d'autres opérations, il fait plein d'optimisations, etc. Mais cette première phase, le compilateur l'a fait aussi. Sauf que là, une fois qu'on a ça, on a quelque chose qui représente beaucoup plus la manière dont le code va s'exécuter. Là, on a oublié la syntaxe du langage, en quelque sorte. On n'a plus besoin de savoir que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Ça a été résolu au préalable pour nous. Donc on a une représentation plus bas niveau qui va permettre de réfléchir. À partir de ça, on va créer un graphe d'exécution. Alors, je ne vais vraiment pas entrer dans les détails parce que ça pourrait aller très très loin, mais l'idée c'est qu'on va simuler l'exécution du code. Donc j'entre dedans, je commence par mon premier nœud, je vois qu'il y a 2 chemins possibles. Je vais essayer qu'est-ce qui se passe si je prends le premier chemin, qu'est-ce qui se passe si je prends le deuxième chemin. Et au fur et à mesure que chaque nœud de ce graphe d'exécution va représenter un état du programme, ce qui est une position dans le contrôle flow graph, mais qui est aussi une modélisation des variables et de la mémoire. C'est-à-dire que par exemple, si je suis ici, je sais que l'âge était inférieur à 17. Et c'est une information que je garde quelque part. Je ne sais pas contrairement, une vraie exécution aurait une vraie valeur pour la variable âge. Là, on n'est pas une vraie exécution. On symbolise l'exécution. Donc âge, au début, quand on rentre dans la fonction,
on sait que c'est un entier, mais on ne sait rien plus à son sujet. Mais maintenant, on sait que si on a pris la tranche du bas, c'est que c'est un entier inférieur à 17. Et on va arriver sur des choses. Hop, je vais vous montrer un exemple un peu plus, toujours pareil à partir de Godbolt. Donc là, j'ai pris un exemple de code un petit peu plus intéressant. J'ai défini une classe logger avec une fonction log. J'ai défini des fonctions juste histoire d'avoir du texte à mettre au milieu. Et j'ai une fonction qui fait des choses. Et il y a un booléen qui dit est-ce qu'on va loguer ou pas. Et donc, suivant la valeur de ce booléen, je vais créer un logger ou je ne le crée pas. Et puis, suivant la valeur de ce booléen, je vais peut-être loguer à un moment que j'ai appelé la fonction f. Et suivant toujours la valeur de ce booléen, je vais effacer mon logger à la fin de la fonction. Alors, c'est du code C++ dégueulasse, il ne faut pas écrire comme ça, on est d'accord, mais c'est pour montrer l'exemple. Et en faisant ça, il nous génère, donc il y a aussi moyen dans Godbolt de faire afficher le code photographe. Alors par contre, vous voyez, il y a des bouts d'assembleur dedans en fait. Quand je vous ai dit que c'est ce que fait le compilateur pour générer l'assembleur, je ne vous ai pas menti, vous voyez les bouts d'assembleur dedans, mais on reconnaît des choses quand même. On voit quelque part que ici, il y a l'appel à la fonction log. Et suivant le cas, je vais ou pas appeler log. Donc je peux passer par l'appel de log ou je peux bypasser l'appel de log. Donc ça pour l'instant, c'est juste sur un vrai cas à quoi ressemble le CFG. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est la notion de path sensitivity. Alors, il y a plein de types d'analyses qu'on peut faire sur ces graphes-là. Certaines demandent des choses plus avancées que d'autres, mais il y a une notion qui peut être intéressante à comprendre, c'est est-ce que j'ai une analyse qui est path sensitive ou pas. L'idée, c'est de dire que quand on regarde les chemins possibles à l'intérieur de ce CFG, il y en a plein. Parce qu'il y a 3 if. Alors, il y en a. Là, on ne passe pas dans le new du logger. Donc là, c'est dans le cas où on ne m'a pas demandé de loguer. La fois d'après, quand je vais retester est-ce qu'on m'a demandé de loguer, je vais répondre non. Et puis la fois d'après, quand on me demande est-ce que j'avais un logger, je vais répondre non. Donc le chemin vert est un chemin faisable. Il a du sens. Par contre, le chemin rouge n'est pas faisable parce que là, on est entré dans le new. Et puis derrière, le coup d'après, où on teste est-ce que j'ai besoin de loguer, on va dire, alors là on est encore bon, on log, mais le coup d'après, est-ce que j'ai besoin de nettoyer les choses? Je bypass et je ne nettoie pas. C'est un chemin qui existe dans le code, mais qui n'est pas faisable. Et si notre analyseur ne détecte pas qu'il n'est pas faisable, il va trouver un chemin sur lequel on a fait un new. Là, sur le long du chemin rouge, il y a un new, mais il n'y a pas de delete. Donc on va vous dire, vous avez une fuite mémoire. Ah non, il n'y a pas de fuite mémoire. Il y a une fuite mémoire sur un chemin qui ne serait pas faisable. Mais si par contre, au milieu de la fonction, on modifie la variable log, là, peut-être que le chemin devient faisable. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des analyses qui n'ont pas besoin d'être path sensitives et qui donnent déjà de l'information intéressante. Mais pour tout un tas d'analyses, on a besoin d'être path sensitive. Et ça, c'est très gênant. Parce que typiquement, si j'ai une fonction qui est composée de 1000 if les uns à la suite des autres, il y a 2 puissance 1000 chemins possibles à l'intérieur de cette fonction. Donc, quand je vous dis que ça peut prendre longtemps à analyser, voilà. Donc, ce qu'on utilise en général pour ces choses-là, c'est on va modéliser les variables. Alors, il y a différentes manières de les modéliser. Là, ce que fait Clang par défaut aussi quand on utilise ClangTidy, c'est que chaque variable numérique va être modélisée par un range. Et il va savoir qu'au début, on ne sait rien sur la variable, mais ensuite, on va savoir que si je suis allé dans telle branche, la valeur est inférieure à 10. Ou les booléens, ça va être, je ne sais pas sa valeur, mais si je suis allé dans telle branche, c'est que la valeur était vraie. Si je suis allé dans telle autre branche, c'est que la valeur était fausse. Mais ce n'est pas tout. Parce que si on modélise les variables indépendamment, on ne respecte pas la vraie sophistication d'un vrai code. Et typiquement, il y a le fait de dire que je sais que 2 variables sont égales. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais je sais qu'elles sont égales. Et si plus tard, je sais que finalement, dans cette branche-là, la valeur est inférieure à 10, la valeur de l'autre variable qui est égale est aussi inférieure à 10. Ou j'ai des pointeurs qui pointent sur des zones mémoire, mais est-ce que c'est la même zone mémoire ou pas? Si j'arrive à déterminer qu'elle pointe sur la même zone mémoire, je peux avoir des informations supplémentaires. Sinon, je n'ai pas d'informations. Qu'est-ce que je suppose? Est-ce que je vais être pessimiste et supposer que dès que quelque chose de mauvais peut arriver, je le signale? Est-ce que je vais être optimiste en disant il y a quand même peu de chances que les 2 pointeurs pointent sur la même zone mémoire et dans ce cas-là, j'ai peut-être pas de problème. Donc c'est pour ça que c'est un domaine où il n'y a pas de blanc ou de noir, il y a vraiment plein d'algos qui existent, il n'y en a aucun qui est parfait, il n'y a aucun qui vous donnera une réponse vraie tout le temps. Ce que nous on fait dans notre outil, c'est qu'on essaie de donner une réponse, on essaie de ne pas avoir trop de faux positifs.
C'est-à-dire qu'on ne va jamais vous dire il y a 0 bug dans ton programme. On va juste dire là, on a trouvé un truc qui a l'air d'être quand même vachement louche. Mais si on ne trouve rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bug. Ça veut juste dire qu'on n'a rien trouvé de flagrant. Il y a d'autres outils qui, pour moi, sont complémentaires à ce qu'on fait. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est complémentaire. Il y a d'autres outils où, eux, ils vont dire si je ne suis pas capable de prouver qu'il n'y a pas de bug, c'est pas bon, je te dis de simplifier ton code. Typiquement, des choses que les outils-là n'aiment pas du tout, c'est tout ce qui est pointeur. Et, par exemple, un pointeur de fonction. Un pointeur de fonction, ça peut valoir n'importe quoi, donc on ne sait pas trop ce qui va être appelé à partir de ce pointeur de fonction. Ces outils-là, si on est dans un domaine safety critical, dangereux, et qu'on a décidé d'utiliser cet outil-là, il va peut-être dire « Ah là, réécris ton programme, je ne veux pas avoir de pointeur de fonction dedans. » Ou alors, je veux bien en voir un à cet endroit-là parce que j'étais capable de déterminer qu'il n'y a que 2 possibilités pour ce pointeur de fonction, et donc je vais regarder les 2. Et c'est pour ça que je vous ai dit, suivant ce qu'on veut obtenir, l'utilisation de l'outil va donner des résultats différents. Et il y a des outils qui sont capables de garantir qu'un code n'a aucune Unified Behavior, qu'il n'y a pas de double delete, que toute la mémoire est libérée. Il y a des outils qui sont capables de vous le dire. La contrepartie, c'est que dès le début, vous devez travailler avec ces outils-là. Parce que si vous leur donnez un code qui fait 1 million de lignes à ces outils-là et qui n'a pas été écrit pour faire plaisir à la manière dont l'outil a été écrit, l'outil va juste jeter l'éponge, quoi. Et je vous ai dit que c'était complémentaire parce que avoir un outil comme le nôtre qui dit là il y a vraiment un truc louche, mais qui le dit rapidement et qui n'a pas trop de faux positifs, c'est quelque chose qui peut être bien dans une phase d'intégration continue. À chaque fois que vous faites une modif à votre code, si vous avez un truc qui ne va pas, vous le corrigez. Et puis, de temps en temps, quand vous avez le temps ou avant une grosse release, vous passez dans un outil qui, lui, va être beaucoup plus lourd, va demander une action spécifique, va demander des spécialistes qui vont regarder les sorties de l'outil pour être capable de dire là, on a besoin de revoir un peu notre copie. Ça veut dire que dans des langages comme Ada, Spark, qui font du formel ou avec Rust, on a ce genre de trucs qui tournent dans le compilant. Alors typiquement, oui, je disais, ça signifie qu'il y a dans des langages comme Ada, Ada Spark ou qui intègrent de la vérification formelle, ou dans des langages comme Rust, il y a des choses comme ça qui tournent lors de la compilation. Jamais utilisé, je ne connais pas. Et on n'analyse pas d'ADA, donc je ne peux pas dire. Par contre, je vais parler pour Rust. Rust, quand on parle du borrow checker dans Rust, c'est ce genre d'outil, sauf que à la compilation, ça serait beaucoup trop coûteux, ça ne marcherait pas. Et donc ce que fait Rust, c'est qu'il restreint ce que le développeur est autorisé à écrire. Il le restreint beaucoup. C'est pour ça que c'est difficile d'écrire un programme en Rust. C'est parce que, en particulier, le borrow checker qui va vérifier les mutabilités d'objets ou qui va vérifier l'appartenance unique, l'ownership des objets, etc., va imposer des règles d'écriture très strictes. Vous prenez du code Rust, vous le transformez en C++, il se transformera directement, il n'y aura pas de difficulté. Vous prenez du code C++, vous essayez de faire une transformation directe 1 à 1 avec Rust, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi ? Parce que de façon à permettre une analyse statique rapide, simple et directe, Rust a contraint ce que l'utilisateur a le droit d'écrire. Mais effectivement, il y a ce genre de choses, mais en simplifié. Par exemple, Rust va vérifier à partir de quel moment une référence n'est plus utilisée pour dire qu'à ce moment-là, l'objet initial peut de nouveau être modifié parce que la référence qu'on avait faite dessus n'est plus utilisée. Donc il va faire de détection de durée de vie, de durée d'utilisation des références à partir de ce genre de graphe pour dire là, sur tous les chemins possibles, elle est plus utilisée, donc maintenant, l'utilisateur qui essaie à nouveau de modifier le truc va être capable de le faire. Mais sauf erreur de ma part, Rust va faire ça au niveau d'une seule fonction. Ils ont défini des règles suffisamment strictes pour qu'on puisse regarder chaque fonction isolément. Alors que les outils dont je parle, qui peuvent mettre très longtemps, eux, ils vont faire ça sur l'ensemble des fonctions du code, regroupées dans un seul métagraphe qui rassemble tout, quoi. D'accord ? Donc, je crois que j'avais
fini le cœur de ma présentation, sauf que comme on est en 2026, je n'envisage pas une présentation où il n'y ait pas des questions sur l'IA dans tout ça. Donc l'IA dans tout ça. Première question qui est, est-ce que l'IA fait du code propre? Alors, pour l'instant, en règle générale, l'IA fait du code moins bon qu'un bon humain. Alors, on connaît tous des développeurs qui seraient avantageusement remplacés par de l'IA, mais pas nous. Voilà. Nous, on ne pourrait pas être remplacés par de l'IA, on fait du code meilleur que ce qu'elle fait en règle générale, dans un domaine qu'on connaît. C'est-à-dire que moi, si vous me demandez d'écrire du code C++, j'ai toute confiance que j'arriverai à faire mieux que l'IA. Si vous demandez d'écrire du code Python, qui n'est pas mon domaine, qui n'est pas ma spécialité, je pense que l'IA fera certainement du code bien meilleur que ce que je suis capable de faire. Un autre problème de l'IA, c'est que l'IA est souvent très verbeuse par rapport à ce que ferait un humain. Et donc, le volume de code écrit augmente pour deux raisons. Déjà parce qu'elle est naturellement verbeuse, et puis en plus parce que comme des gens font tourner plein d'IA en parallèle de manière à dépenser tout leur crédit et à faire fondre la glace du pôle Nord, il y a beaucoup plus de code qui est écrit, il y a beaucoup plus d'applications qui sont écrites avec beaucoup plus de fonctionnalités qu'avant l'IA. Donc ça conduit à deux aspects. Un premier qui est un problème d'épuisement lors des revues de code. Dans les boîtes où il y a beaucoup de code écrit à base d'IA, finalement les développeurs ils passent leur temps à écrire des prompts et à faire de la revue de code, et puis à écrire du code, et faire de la revue de code, et que ça, c'est tuant. Et le fait aussi que il y a beaucoup de boîtes qui laissent l'IA générer le code, mais qui demandent quand même à un humain de le relire. Ce qui fait que la revue de code devient le goulot d'étranglement. Avant, le goulot d'étranglement, c'était l'écriture de code, mais de plus en plus, ça devient la revue de code, le goulot d'étranglement. Autre question, l'IA peut-elle remplacer l'analyse statique? Alors, l'analyse statique a des avantages par rapport à l'IA. Déjà, c'est une technique qui est maîtrisée depuis des années, qui donne plein de choses, ça existe, ça marche bien. C'est rapide. Comparé à une IA, une analyse statique de l'ensemble d'un code source est infiniment plus rapide et moins cher, et en brousouf et en carbone, et en CO2 dans l'atmosphère. Ça gère des gros volumes de code. L'IA, vous savez, si vous avez commencé à faire des choses avec l'IA, très vite vous vous dites le contexte pour pas qu'il soit trop gros parce qu'autrement elle va plus travailler, etc., etc. C'est pas des problématiques qu'à l'analyse statique de code classique. Et autre point qui est très intéressant, c'est qu'elle est déterministe. Vous exécutez 15 fois la même analyse de code sur le même code source, vous obtiendrez 15 fois le même résultat. Vous demandez 15 fois une IA, le code là il est bon? Ouais, t'es sûr qu'il est bon? Ouais, t'es sûr qu'il est bon? Non, il est crade. Qu'est-ce que je fais? Donc avoir quelque chose de déterministe, c'est quand même un gros avantage. L'IA a des avantages aussi. C'est typiquement, il y a des problèmes de nature un peu différente, des choses qu'on n'arrive pas à modéliser clairement, proprement, de manière carrée, où l'IA qui imite des choses qu'elle a vues à droite à gauche va pouvoir dire c'est bizarre, ce truc-là je ne l'ai pas trop vu, donc il y a peut-être un truc qui ne va pas. On ne sait pas trop comment elle marche, mais il y a des choses qu'on aurait du mal à faire avec l'analyse de code classique que l'IA est capable de faire. Et elle est aussi très bonne pour suggérer des solutions. Typiquement, par rapport aux métriques, si quelque part vous avez une métrique qui dit la fonction est trop complexe, faire avec des techniques classiques d'analyse de code, réécrire la fonction, on n'y arrive pas. Parce qu'en particulier, parmi les techniques de base pour rendre une fonction moins complexe, ça va être de découper le code, mais du coup en plusieurs fonctions, et donc trouver un nom pour ces fonctions. Trouver un nom à partir de code, on ne sait pas faire. L'IA, trouver un nom à partir de code, je ne sais pas comment elle fait, mais elle y arrive, même souvent mieux qu'un humain sur ces aspects-là. Donc, pour suggérer des solutions, elle peut être très bonne. Donc, ma conclusion, alors c'est ma conclusion aujourd'hui, parce que de toute façon, c'est un domaine où quiconque prétend dire ce qui va se passer d'ici 6 mois vous ment, ou se trompe lui-même, enfin se ment lui-même. Aujourd'hui, ma conclusion, c'est que l'analyse statique semble avoir sa place encore dans le développement logiciel. Autrement, on aurait mis la clé sous la porte. Et qu'elle peut aussi servir d'input à l'IA, c'est-à-dire au lieu de demander à une IA, au lieu d'écrire le code et puis manuellement de passer le code à un outil d'analyse statique et puis dire à l'IA tiens, l'outil d'analyse statique n'était pas content, etc. On peut intégrer l'analyse statique dans la boucle d'IA de façon à ce que de la même manière que les IA gentils, si on parle d'il y a 2 ans, l'IA elle fonctionnait en mode one shot.
On lui pose une question, elle donne une réponse, et puis c'est tout. Et puis ça ne marchait pas très bien. Maintenant, ce qui marche, c'est elle donne une réponse, elle va la compiler, elle va exécuter les tests, elle voit que ça ne marche pas, elle revient dessus, elle itère. C'est ce qu'on appelle les IA agentiques. Et ben, dans ce qu'elle fait, en plus de compiler, de voir que ça compile, en plus d'exécuter les tests et de voir que ça s'exécute, ben, il n'y a rien qui empêche l'IA de lancer une analyse statique et de voir que l'analyse statique est contente. Donc, on peut s'intégrer de façon à ce que naturellement, l'IA génère des choses qui soient de meilleure qualité. Mais l'analyse statique, ce n'est pas non plus tout. L'IA offre des choses c'est un complément intéressant à l'analyse statique. Il y a une question qui est un peu plus, qui pour moi me titille plus, me semble plus importante à terme, c'est est-ce que c'est toujours important que le code soit propre à l'ère de l'IA? À l'ère des humains, c'est important que le code soit propre parce qu'avec nos limitations d'humains, du code pas propre, on n'est plus capable de le comprendre, on n'est plus capable de le faire évoluer sans faire des bugs. On atteint les limitations de notre propre cerveau. Est-ce que c'est toujours le cas à l'ère de l'IA? Première question, c'est est-ce que le code continuera à être lu par des humains? Il y a des gens qui rapportent que ça fait 2 ans qu'ils écrivent du code sans jamais avoir regardé à quoi ressemble le code généré. Ils travaillent uniquement à partir des prompts. Quand ils font des revues de code, ils ne font pas la revue du code, ils font la revue des prompts. Et ils disent que ça marche. Alors, moi, ce n'est pas du tout mon expérience avec l'IA jusqu'à présent. Maintenant, pour moi, encore une fois, mon opinion à l'instant T, c'est que pour tout ce qui est du code critique ou du code qu'on veut faire vivre sur du long terme, aujourd'hui, oui, un humain doit le lire. Pour ce qui est du code jetable, genre par exemple, j'ai fait des statistiques sur une règle pour voir comment est-ce qu'elle se comporte sur du vrai code, et je veux analyser ces statistiques, faire un petit peu de data dessus pour voir où est-ce que c'est, mais c'est juste là, j'en ai besoin maintenant, et puis après le code, je le mets à la poubelle. Là-dessus, je m'en moque que le code qui soit fait soit propre. Je m'en moque même de lire. Ce que je veux, c'est simplement m'assurer sur des cas de test qu'il est bon. Et donc, dans ce cas-là, pour du code jetable, ou éventuellement peut-être pour du code très classique, peut-être qu'il n'y a plus besoin de le relire. Quand je dis du code très classique, c'est si vous êtes une boîte qui fait des sites web avec un panier pour que des gens puissent acheter des choses en le mettant dans le panier, puis un truc de paiement, et puis que vous faites ça à longueur de journée, déjà peut-être reconsidérer votre métier parce que l'IA risque de vous mettre méchamment en concurrence. Et pour ce genre de code-là, où finalement ça a déjà été fait des milliers de fois, et il suffit de le refaire une millionième fois, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être plus utile de relire le code. Relire les tests, s'assurer qu'il y a une bonne couverture de tests, etc. Ça oui, on est monté d'un niveau, mais peut-être que le code source lui-même n'est plus le cœur du combat dans ce genre de domaine. Et autre chose, c'est que comme un humain, il semblerait qu'une IA se débrouille mieux avec du code propre qu'avec du code pas propre. Alors, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour. Il y a eu aujourd'hui des gars de ma boîte qui ont publié un article scientifique sur le sujet où ils ont fait le même code qui faisait la même chose, écrit proprement, écrit pas proprement, et ils ont fait analyser par des IA. Alors, dans tous les cas, l'IA arrive à se démerder. Elle trouvait une bonne solution au problème qu'on lui demandait. Mais par contre, en termes de consommation de tokens, ou en termes de nombre d'itérations avant d'arriver à la solution, elle était beaucoup plus mauvaise. Et là, aujourd'hui, on parle de code qui a été écrit par des IA depuis 1 an. Mais dans 10 ans, les IA vont devoir faire des modifs dans du code qui aurait été écrit par des IA pendant 10 ans. Est-ce qu'elles seront encore capables ou est-ce qu'à un moment, elles vont arriver à saturation? Je suis absolument incapable de le dire aujourd'hui. Je pense que oui, mais c'est purement spéculatif. Et donc, le risque qu'ont des gens qui se reposent trop sur l'IA pour l'écriture de code aujourd'hui et qui ne s'assurent pas que le code reste de bonne qualité, le risque qu'ils ont, c'est que ça marche très bien aujourd'hui, ça continue à marcher dans 1 an, ça continue à marcher dans 2 ans, et dans 3 ans, ça ne marche plus parce que les IA disent « Ah non, j'aurais besoin de trop de tokens, c'est trop, j'arrive plus à… » ou je mouline, ou ça marche encore, mais chaque petite modification demande un coût phénoménal. Et au final devient trop coûteuse de la même manière que du code mal écrit pour un humain devient trop coûteux. Et le jour où on se rend compte de ça, est-ce que c'est possible de revenir en arrière? On s'est créé des volumes énormes de code non maintenables et on ne pourra pas forcément revenir en arrière dessus. Donc c'est pour ça qu'en termes de précaution, si vous écrivez du code qui sera toujours vivant dans 5 ans, je vous conseille aujourd'hui de le relire
de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça soit du code propre. Et parmi toutes les chances de votre côté, c'est pas tout, mais l'analyse statique fait partie des outils qui permettent, pas de s'assurer que le code c'est propre, mais de nous aider à ce qu'il soit moins sale. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, allez-y. Pour les questions, j'amène le micro. Je l'ai branché, j'ai vérifié, il est impairé, ça devrait marcher. HM1. Question. Alors j'ai beaucoup de questions. On m'entend? On va dire que oui. J'ai beaucoup de questions, mais je vais peut-être pas faire toute la liste. Est-ce que du coup donc vous avez parlé de l'IA, est-ce que du coup des fournisseurs de modèles Mistral, Anthropic, OpenAI ou autres vous ont déjà contacté, vous SonarCube, pour du coup vous acheter une espèce de super licence et de faire tourner de l'analyse statique sur tous les codes qui seraient fournis par leur propre modèle? I can neither confirm nor deny anything on this topic. Oui, d'accord, ok. Il y a des gens chez nous qui aimeraient bien que ça arrive, mais... C'est la fin du... Enfin, du coup, vous perdez tous vos autres clients quelque part? Alors, pas forcément, parce que l'IA reste quelque chose de non déterministe. Et on a beaucoup de nos clients qui sont très intéressés par le fait de dire que on a de l'IA qui peut aller dans tous les sens, qui peut donner des choses très bonnes, mais qui peut donner n'importe quoi. Avoir derrière une barrière déterministe qui va s'assurer qu'il y a un certain nombre de prérequis qui sont quand même là, ça intéresse quand même beaucoup les clients. On a eu des clients qui sont venus nous voir en nous disant sur nos projets développés par des humains, l'utilisation de notre outil est facultatif. Sur des projets où on a autorisé l'IA, l'utilisation de votre outil, on la rend obligatoire. Donc, c'est pas forcément contradictoire. Okay. Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Après, j'avais des questions sur Misra, mais peut-être que... Pourquoi pas? Ça reste de la... Enfin, je sais pas si c'est hors... Alors, si ça devient trop spécifique sur des détails de Misra, on pourra peut-être le faire en dehors de la présentation, mais si ça reste générique, pourquoi pas? Alors, mes questions génériques, du coup, c'est même avoir un tout petit peu d'historique sur comment ça se passe. Est-ce que c'est Loïc et ses copains qui se sont dit un jour, tiens, le C++ a un certain nombre de défauts, on peut se tirer une balle dans le pied avec, il y a un besoin de créer un certain nombre de règles pour que des industriels puissent les respecter et que ça leur pose pas trop de problèmes? Ou est-ce que c'est venu de besoins de... pareil, de l'industrie qui sont eux-mêmes créés leur propre truc? Alors, historiquement, Misra est une association de plusieurs entreprises qui voulaient écrire du code pour mettre dans l'automobile et qui se sont dit, là, on a besoin de respecter certaines normes ISO qui nous demandent de vérifier que alors les normes ISO sont plutôt à un niveau process. Mais parmi les process définis par les normes ISO, ils disent faut mettre tout en œuvre pour vous assurer que le code soit le mieux possible. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire mettre tout en œuvre pour assurer que le code soit le mieux possible. Et donc, ces industries se sont rassemblées et ont envoyé des experts pour définir ces règles-là. Ça, c'était dans les années 98 ou un truc comme ça à peu près, je crois. Depuis, alors moi personnellement, comment je suis allé dans Misra, en travaillant sur des outils d'analyse statique, j'ai dû implémenter les règles de Misra, alors pour C++ en particulier, puisque je suis plus C++ que C, donc Misra C++ 2008, et c'était une douleur profonde d'implémenter ces règles, parce que c'était des règles qui pour moi ne conduisaient pas à écrire du beau code C++. Elles conduisaient à écrire du code C++ comme on écrivait du code C. Voilà. Et pendant des années, j'ai râlé. Et puis, à un moment, lors d'une réunion ISO C++, je discutais avec un gars et il me dit « Ah, mais tu sais que Misra, parce que Misra C++, après avoir sorti 2008, le groupe s'était arrêté. Mais tu sais qu'ils discutent à nouveau entre eux? Ah, et tu sais qu'il y a d'autres personnes du comité C++ qui font partie du truc-là maintenant? Ah, du coup, plutôt que de râler négativement, je vais essayer de râler positivement et de faire évoluer. » Et donc, c'est là-dessus, j'y suis allé, j'ai regardé mon CV, ils ont vu que ça a matché complètement. En fait, aujourd'hui, dans le groupe Misra C++, il y a peut-être 4 représentants qui sont plus des représentants de l'industrie automobile
et les autres, une dizaine, alors tous ne sont pas aussi actifs, mais et une dizaine qui sont plus des représentants des fournisseurs d'outils d'analyse statique de code. Ok. Donc, parce que pour qu'une règle soit bien définie, et si les outils ne sont pas là, il y a peu de chances qu'elle soit correctement définie en fait. Et en plus, ouais, MISRA, pour ceux qui ne connaissent pas, un des problèmes, c'est que pour toutes les règles de bonne pratique, ce qui se traduit souvent par ce qu'on appelle des règles décidables dans MISRA, l'idée c'est que tous les outils doivent répondre de la même manière. Est-ce que ce bout de code est conforme ou pas? Et on essaie de rédiger les règles de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que tous les outils répondent de la même manière. Pour les règles non décidables, typiquement les règles de double delete, etc., ça c'est différent. Chaque outil a ses propres limitations, mais au moins pour les règles décidables, on essaie de faire ça. Et donc ça demande beaucoup de travail pour que les différentes personnes qui font les outils soient d'accord sur le fait que la règle a été spécifiée suffisamment précisément. Ce qui veut dire peut-être un problème de MISRA pour les utilisateurs, c'est que le document MISRA n'est pas écrit pour l'utilisateur. Et il est écrit pour les fabricants d'outils. Et du coup, on essaie quand même dans certains cas, typiquement une règle MISRA, elle est définie avec une amplification qui détaille ce qu'elle fait et un rational qui explique pourquoi. Le rational est un peu plus destiné à l'utilisateur, mais l'amplification est clairement destinée à la personne qui a écrit l'outil. Et juste, un point que je voulais dire et que j'ai oublié de dire dans ce que j'ai préparé, c'est la notion du fait qu'il y a souvent un overlap entre les règles syntaxiques et les règles sémantiques. Typiquement, si je prends des gens si je prends du C++, pour éviter d'avoir un double delete, ou pour éviter d'avoir une fuite mémoire, on peut faire une analyse ultra compliquée de tous les chemins pour voir que, là, dans tel cas particulier, j'ai oublié de faire un delete. Mais on peut aussi utiliser dès le début des unique PTR qui vont gérer automatiquement l'effacement et qui, eux, gèrent tous les chemins et il n'y a pas de problème. Et ça, le fait de dire n'allouez pas par new, mais allouez avec make unique pour avoir un unique PTR, c'est une règle qui est purement syntactique. Et par rapport à ça, si je reprends ma propre histoire, quand j'ai commencé à bosser dans le domaine, les règles syntactiques, c'était des règles gentilles, mais les vraies règles, celles qui avaient de la valeur, c'était les règles sémantiques. J'ai changé d'avis. Complètement, parce que un des problèmes des règles sémantiques, les deux sont utiles. En particulier en termes d'effet waouh pour un utilisateur, si on lui montre un code où il avait un problème et qu'il n'avait pas réussi à défier depuis 10 ans et qu'on lui dit tu vois ton problème c'est que là il te manque, là tu as fait un double delete, le carnet de chèques il sort assez vite. Plus vite que si on dit là tu as fait un new, tu aurais dû faire unique PTR. Mais donc, en termes marketing, c'est super important. Et puis, en termes d'utilisation, c'est aussi super important. Mais elle va trouver un bug. Elle ne va pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et ça va être fastidieux. Alors que écrire dès le début du code de la manière correcte, pour moi, c'est la bonne manière d'écrire le code. Et c'est la bonne manière d'éviter les bugs. La bonne manière d'éviter les bugs, c'est pas de les corriger, c'est d'écrire le code de telle manière qu'il ne puisse pas arriver. Dit autrement, du bon code C++, c'est du code Rust écrit en C++, en quelque sorte. C'est-à-dire que C++ nous offre plein de liberté, ne nous oblige pas à écrire avec autant de rigueur que quand on écrit du Rust, mais si on s'impose nous-mêmes une discipline, aidée par des outils d'analyse statique de code, pour écrire du code en utilisant vraiment les bonnes pratiques, le nombre de bugs va naturellement diminuer drastiquement. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai dû débugger une fuite mémoire dans du code C++ que j'ai pu écrire. C'est juste quand des gens qui ne connaissent pas C++ parlent de C++, ils disent vous gérez manuellement la mémoire et vous devez faire attention à libérer la mémoire. Quand quelqu'un me dit ça, je dis tu ne connais pas C++. Oui, si tu écrivais du C++ dans les années 90, ok, c'était le cas. Mais c'est plus comme ça qu'on écrit et c'est plus les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il reste des problèmes qu'on a, les buffer overflow, ça continue à exister. Mais il y a toute une série de problèmes qui, quand on écrit correctement le code, n'existent pas. Et c'est pour ça que maintenant, je pense que les bonnes pratiques sont presque plus importantes que les règles sémantiques. Parce qu'une règle sémantique, on va avoir du code qui restera sale, mais avec moins de bugs. Mais c'est pas ça qui va faire qu'à terme, on va être capable d'être efficace dans le développement, en fait.
Et est-ce que tu penses du coup que les versions successives de C++, donc 26 là, 29 dans quelques années, tendront aussi vers ce sens de l'histoire-là, à essayer, un peu comme Rust, de protéger l'utilisateur, ou au contraire... Il y a beaucoup de critiques du C++ actuellement par le fait que par défaut, il ne protège pas l'utilisateur. Et il y a eu un papier qui avait fait du bruit et publié par l'agence, les super espions informatiques des États-Unis, là, c'est la NSA, qui a publié un truc comme quoi il recommandait de ne pas utiliser des programmes non sûrs et il citait le C et le C++ dedans. Donc ça, forcément, ça pousse à réfléchir. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de gens qui basculent à Rust, puisque d'un certain point de vue, Rust, ça a un petit peu les mêmes gènes en termes de performance et en termes de gestion de propriété, etc., que le C++, mais c'est vraiment dans l'optique complètement différente, on ne laisse pas faire d'une chose si on n'est pas sûr qu'elle va être correcte. Donc, mais du coup, il y a des gens dans C++ qui essayent de mettre en place ce qu'ils appellent des profils, qui est le fait de dire que à l'intérieur d'un certain profil, on va avoir des règles un petit peu à la mode Rust, donc pas tout à fait qui auraient les mêmes limitations, c'est-à-dire que typiquement des règles qui soient locales à une fonction de façon à ne pas alourdir le temps de compilation de manière démesurée, mais qui permettent de s'assurer que si on respecte ces règles-là, on n'a aucun problème de buffer overflow. Alors, ce serait en partie des règles compile time, mais en particulier des check runtime, mais comme Rust d'ailleurs. Tout ce qui est buffer overflow, c'est pas au compile time que Rust le vérifie, c'est au runtime. Mais est-ce que du coup, avec ces nouveaux profils dont tu parlais, c'était une de mes questions? Alors, ça n'a pas été accepté pour l'instant. Ah, effectivement, ça n'a pas été... Ça n'a pas été accepté, et moi, le gros défaut que je vois, c'est que c'est local. C'est-à-dire qu'il faut aller dans chaque fonction de ce que j'en avais compris. Mais, ça n'a pas été accepté. Pas encore été accepté. Mais moi, ce que j'en avais compris, parce que j'ai eu du mal à trouver des exemples là-dessus, j'avais regardé un peu, et de ce que j'en avais compris, ça reste des choses qui sont du déclaratif local à une fonction. Alors, ça dépend. Et donc, si c'est local, je me suis dit, je vois pas trop le sens du truc, mais... Alors, le fait de déclarer qu'une partie du code suit un profil n'est pas local à une fonction. Par contre, tous les tests qui font partie d'un profil sont locaux à une fonction. Mais Rust aussi, tous les tests qui sont... le fait de dire que, par exemple, mon allocation mémoire ne va pas fuir et je vais m'assurer qu'elle va être protégée par un objet qui va la gérer, ça reste local. Par contre, ce qui est global, c'est le fait de dire mes 50 fichiers C++ là, ils correspondent au même profil. J'applique le profil de sécurité à ces fichiers, ça c'est pas local. Tu n'es pas obligé de modifier chaque bout de fonction pour appliquer le profil. Par contre, les règles qui font partie du profil sont des règles qu'il est possible de vérifier localement, mais exactement comme ce que fait Rust. Donc c'est au niveau du compilo. Alors c'est intégré dans le compilo, oui. Les profils, ils ont vocation à faire partie du compilo. Et du coup, c'était ma question. Ça marche bien? Oui. Ah, je l'ai éteint. Ah non, pardon. Ah, j'ai cru que... Ouais, pardon, j'ai cru que... Ma question, c'est que si du coup demain le compilo permet avec des profils, avec des options, de mettre plus en plus de cette partie au niveau de la compile, est-ce que est-ce que ça grignote pas sur tes plates-bandes? Et si demain je peux avoir une option, je mets tout en Misra, ça fait toute mon analyse statique, etc. Est-ce que finalement ça... C'est toujours le problème de quand un truc devient standardisé, etc. Oui, c'est une bonne chose pour les utilisateurs, c'est une moins bonne chose pour ceux qui... Oui, je pense qu'on aura quand même toujours une plus-value parce que, par exemple, on analyse Rust. Et il y a des gens de Rust en particulier au début qui disaient Rust, on n'a pas besoin de Misra. Et puis maintenant, ils sont allés voir le comité Misra en disant il pourrait y avoir un Misra pour Rust. Parce qu'il y a des choses, les choses qui sont clairement de ce qu'on appelle de l'unified behavior en C++, ça, Rust évite quasiment tout. Donc il n'y a pas de problème. Mais n'empêche que Rust fait quand même des tests runtime. Les buffer overflow, ça reste des tests runtime. Le fait est, même aujourd'hui, si on regarde les statistiques, donc pour tout ce qui est sécurité, tout ce qui est vulnérabilité dans du code qui a été reporté, je ne vais pas dire des vrais chiffres et me citez pas là-dessus, faut que j'éteigne les micros et tout, mais parce que je parle de mémoire globalement, mais il y a 15 ou 20 ans,
le truc majoritaire qui a été reporté pour les vulnérabilités, c'était à la base, c'était un buffer overflow. Souvent écrit en C, souvent sur une chaîne de caractères. Aujourd'hui, le truc maximum qui est reporté pour une vulnérabilité, c'est pas ça. C'est un problème plus haut niveau du style, j'ai une donnée utilisateur qui n'a pas été sanistisée correctement. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, j'avais un truc comique et je l'ai oublié. Mince. Donc, je vais essayer de l'afficher le temps de. Mais je ne retrouve plus le truc comique. Bon, tant pis. Je vais le rechercher en direct. C'était. Je peux pas faire une présentation sans avoir un XKCD quand même. Ça, c'est ça qu'on appelle une violation de sécurité par rapport à un bug. C'est l'exemple, c'est l'archétype de la violation de sécurité qui est quelque part c'est à quel endroit, ouais. C'est quelque part, il y a une saisie de données, où là, la saisie de données, c'est le nom de l'étudiant, et la maman, elle a choisi d'appeler son fils Robert, guillemets, parenthèse, point virgule, drop table student, point virgule, moins moins. Ce qui fait que si on ne fait pas attention et qu'on met ça dans une requête SQL classique, et qu'il y a une table qui s'appelle student dans la base de données, ça va effacer la table student de la base de données. Parce que, en fait, ça veut dire, guillemets parenthèse, ça veut dire je ferme ma requête actuelle, point virgule, je commence une autre requête qui efface une table dans la base de données. Ça peut exister en Rust. C'est pas un problème de codage bas niveau. C'est un problème j'ai une entrée utilisateur. Normalement, je dois faire ce qu'on appelle la sanitiser, c'est-à-dire qu'un vrai programme là-dessus, il va détecter j'ai un guillemet, je vais remplacer ça par backslash guillemet de façon à ce que ça puisse plus arrêter la chaîne attendue, ou je vais dire non, il y a un guillemet, tu n'as pas le droit de mettre un guillemet dans un nom de personne, ou une parenthèse, ou un point virgule, mais il va bloquer ça, mais c'est de la logique du code. Et aujourd'hui, la plupart des vulnérabilités qui sont rapportées sont plus liées, c'est ce qu'on appelle du taint analysis, c'est-à-dire on a une donnée qu'on considère comme potentiellement corrompue, enfin corruptible, une donnée externe, et elle arrive à un endroit critique sans avoir été nettoyée entre les deux. Et c'est ça aujourd'hui qui a priori la majorité des vulnérabilités reportées. Et là, a priori, il n'y a rien dans les évolutions des langages qui vont faire ça. Alors, la manière d'écrire les bibliothèques peut aider, mais après, il faut utiliser les bonnes bibliothèques, etc. Ouais, j'avais une petite question sur Misra, parce que du coup, si Misra est essentiellement écrit pour les gens qui font de l'analyse statique de code, si on veut étudier Misra en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qui est conseillé? Juste faire tourner Misra sur son code et voir ce que l'analyse statique en sort, ou est-ce qu'il y a quelque part caché un document Misra pour les humains? Alors, il y a quand même la partie rationnelle qui est pour les humains. Il y a le fait qu'il y a un certain nombre de règles Misra qui sont très compliquées à spécifier, mais qui normalement ne doivent pas se voir. Naturellement, le code que tu vas écrire n'aura pas de problème. Ou s'il a un problème, on te dira juste ajoute des parenthèses à cet endroit-là. Tu les ajoutes sans même forcément comprendre pourquoi on t'a dit de les ajouter à cet endroit-là, et ça marchera. Après, il y a quelques personnes qui font des formations autour de Misra. Dont un membre de Misra, Peter Sommerlath, c'est lui qui m'a dit que Misra rebossait sur le sujet et tout, qui est un membre du comité C++. Et si jamais tu as beaucoup d'argent à lui donner, il sera très content de t'expliquer en détail non seulement Misra, mais comment bien programmer en utilisant Misra. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce qu'ils sont visibles? Non, j'ai des talks que j'avais fait sur le sujet, mais qui ne sont pas forcément visibles. Si, j'en ai peut-être un sur des métiques C++ que j'ai fait à Paris. Il me semble que mais c'était pas exactement le même. J'ai fait des talks, mais à une conférence où ils n'enregistraient pas les talks. Donc, du coup, c'est un peu plus gênant. Mais j'ai aussi fait des trucs qui sont... L'idée, c'est que si on écrit du code C++ correct, standard, normalement, Misra ne devrait pas trop nous embêter sur tout un tas de sujets. Il y a tout un tas de trucs où il y a des règles qui ont été l'horreur à spécifier, mais si je devais écrire du code embarqué, je ne tomberais jamais dans les cas où la règle peut s'appliquer, parce que de base, typiquement, il y a toutes des règles sur quand on fait un short plus un short qu'on assigne dans un int, qu'est-ce qui se passe, etc.
parce que les règles du langage sont un peu bizarres avec les integral promotion, etc. Elles sont assez mal maîtrisées. Donc il y a tout un tas de règles Misra autour de ça qui font que si on écrit du code avec ces types-là, on peut vite tomber dans des trucs bizarres où Misra va demander d'écrire plein de castes, etc. Mais il suffit de wrapper ça dans une classe et puis d'en profiter pour ajouter une unité de façon à s'assurer qu'on ne va pas ajouter des longueurs avec des poids. Et puis cette règle-là ne s'applique plus puisque quand on va manipuler des expressions avec nos classes, il n'y aura plus les règles d'integral promotion. Donc toutes ces règles ultra compliquées Misra disparaissent entièrement. Et en plus de ça, on écrit du code qui a des unités et qui du coup est de meilleure qualité. Et donc en fait, j'avais fait tout un talk où l'idée c'était ce que dit la règle Misra, la façon bête de l'appliquer et la façon intelligente de l'appliquer. Mais ouais, j'ose espérer qu'avec Misra 2008, on oublie, mais qu'avec Misra C++ 2023, je pense qu'on a fait du bon boulot. En toute honnêteté, quand moi j'étais le seul de ma boîte à travailler sur Misra jusqu'à ce qu'on passe à l'implémentation. Et donc quand on est passé à l'implémentation, tous les collègues m'ont dit c'est pas le Misra 2008. Là, ça fait plaisir à voir et ça a du sens. Il y a quelques règles avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. Parce que un comité, on ne peut jamais être d'accord avec tout. Mais globalement, il y a du sens derrière. Et je pense que du bon code C++ et du code qui va naturellement être compatible avec 90% de Misra. Il y en a quelques-unes où elle ne sera quand même pas compatible. Par exemple, Misra veut qu'on n'utilise pas trop int, mais qu'on utilise int32_t ou int64_t, qu'on soit explicite là-dessus. Je ne suis pas forcément d'accord dans plein de domaines. Peut-être que dans certains domaines, ça a du sens, mais je trouve que c'est une règle qui est trop spéciale. Mais à part quelques règles comme ça, normalement, si tu écris du bon code et que Misra n'est pas d'accord avec toi et qu'il n'y a pas une bonne raison pour laquelle Misra n'est pas d'accord et que tu es d'accord que Misra ne soit pas d'accord, viens nous voir et puis on peut en discuter, quoi. Un exemple que je donne, c'est il y a des règles dans Misra sur l'utilisation de techniques avancées de gestion de la mémoire qui dit ne les utilisez pas parce que c'est trop compliqué. Et une fois, il y a un gars qui est venu me voir à la fin de la fameuse conférence et me disant nous, cette règle-là nous embête beaucoup parce que on aimerait bien utiliser du placement new et puis ce genre de choses. Ah ouais, d'accord, vous faites quoi? En fait, on est en train d'implémenter une bibliothèque standard C++ pour de l'embarquer. Et donc, quand on définit une classe vecteur, on aimerait... oui, faites-le, c'est fait pour. Faites-le de façon à ce que d'autres personnes n'aient pas besoin de le faire. Et Misra ne dira jamais... il y a très peu de règles Misra qui sont ce qu'on a classé mandatory, qui sont ne faites jamais. Et celle-là, c'est clairement, il y a une undefined behavior de manière prouvée. Les règles Misra sont en mode, quand Misra dit ne faites pas ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire par défaut ne le faites pas, mais si vous avez une bonne raison de le faire, faites-le, justifiez-le et c'est bon. Et ça, c'est important à comprendre, parce que des gens qui développent suivant Misra à la lettre, mais pas dans l'esprit, ça conduit à du code absolument immaintenable. C'est pas ça l'objectif. Tu disais, si on a une demande ou quelque chose, je ne sais plus quel était l'exemple exact, on peut venir te voir. Alors, pas chez moi, parce que je suis à ma vie privée quand même. Dans le sens, vous êtes ouvert à du... Alors, Misra a un forum. Je vais appeler ça du lobbying. Alors, Misra a un forum où on peut poser des questions. Ok. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça la voie officielle. Et puis après, si je reçois un mail sur un sujet particulier, en particulier si vous utilisez notre outil et que tu dis que dans notre outil, il y a un cas que tu ne comprends pas en utilisant Misra avec notre outil et que tu n'es pas d'accord avec le truc là et que ça te semble un cas... Alors, encore une fois, Misra ne cherche pas à couvrir 100% du code. Il cherche à couvrir les 80% du code standard en disant que y a une partie qui est qui ne doit pas être écrite par n'importe qui sans réfléchir de manière plus avancée. C'est juste ça, en fait. Typiquement, sur le truc sur les allocations de mémoire avec passement new, etc., il y a des cas où c'est tout à fait nécessaire. Mais si tu commences à en avoir toutes les 3 lignes de code, il y a des questions à se poser. Quand tu définis un allocateur mémoire, oui, tu as besoin de ce genre de choses. C'est normal. Mais par contre, dans une code base de plusieurs millions de lignes de code, si tu as plus que 10 allocateurs,
il y a peut-être déjà normalement, les aspects compliqués sont censés être contenus, encapsulés et réutilisés à 50 000 endroits. Donc, dans la partie complexe, tu vas dévier des règles MISRA, mais ensuite, tu vas utiliser le truc où tu as dévié à 50 000 endroits et MISRA ne t'embêtera pas. D'autres questions? Ouais. Ah, vas-y. Donc ma compréhension, c'est que tout ce qui est MISRA d'une part, mais analyse statique d'autre part, de façon plus globale, c'est ce que j'appellerais du monothread. C'est des analyses statiques qui vont aller chercher des problèmes dans du code séquentiel. Est-ce que ça peut trouver aussi des problèmes liés aux aspects multithread, ou est-ce que c'est quand même vachement plus cantonné à tout ce qui est séquentiel? Ça, c'est un truc... Ça peut faire du multithread, c'est un peu limité sur ce que ça peut faire. Toujours pareil, ça va aider à faire des bonnes pratiques liées au multithread. En particulier, dans MISRA, pour l'instant, il n'y a rien qui est orienté multithread, mais c'était le travail de ces dernières années d'introduire une nouvelle partie à MISRA spécialisée sur le concurrentiel. Alors dedans, il y a des choses qui sont spécialisé sur le concurrentiel, mais monothread, du style par exemple, quand vous lockez un mutex, n'appelez pas les fonctions lock et unlock, mais utilisez un objet lock et le RAI pour ça reste du monothread, etc. On a quelques règles, mais pas beaucoup, qui sont sur le fait de dire, en gros, quand on a plusieurs mutex, ils ne doivent pas être lockés et dans des ordres différents entre deux threads. Donc ça reste quelque chose de statique. On va analyser du mieux qu'on peut, parce que ça c'est une règle non décidable, on va analyser du mieux qu'on peut dans quel ordre les mutex sont lockés sur chaque thread. Et si on voit que dans un thread on lock A puis B, et dans l'autre thread on lock B puis A, il y a un risque de deadlock et ça on va l'empêcher. Maintenant, c'est pas forcément le point fort de l'analyse statique. Il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, mais il faudrait qu'il y ait plus de support au niveau du langage. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait moyen de décorer le code de façon à ce que l'analyse statique puisse donner plus d'informations. Mais aujourd'hui, les langages ne le font pas. Typiquement, alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de code multithread moi-même, ou pas de manière poussée, mais un truc qui était important pour moi à ce moment-là, c'était de pouvoir dire, cette variable-là, elle est utilisée que dans un seul thread. Cette variable-là, elle va servir à la communication entre tel thread et tel thread, mais pas avec d'autres threads. Et dans le premier cas, il y a quelque chose. Il y a le local thread. Non, thread local, ça ne veut pas dire la même chose. Thread local, ça veut dire que si tu appelles ta fonction depuis deux threads, tu as deux copies différentes de la variable qui existe. Ce qui n'est pas exactement la même notion que de dire cette variable-là, elle n'est censée être accédée, y compris si c'est une variable un petit peu globale, elle n'est censée être accédée que dans un seul thread. Un thread local, ça peut être accédé depuis deux threads, mais c'est deux variantes différentes de la variable. Alors que là, voilà, cette variable-là, elle n'a aucune raison d'être accédée dans un autre set que celui-là. Et si on pouvait décorer ces choses-là et aussi lier des variables et les mutex. C'est-à-dire le fait de dire, cette variable-là, elle sert à communiquer une information entre deux threads, et c'est tel mutex qui va servir qui doit être loqué à chaque fois que cette variable-là est changée. Ouais, ça, en fait, on l'a déjà dans l'atomique, quelque part. Alors si tu travailles avec de l'atomique, oui, mais c'est pas, ça marche. Ouais, ça marche pas pour tous les types. Pour le coup, l'atomique fait ça sur des types de base. Donc tout ça pour dire, si il y avait des choses supportées dans le langage, de lui-même, l'analyseur statique ne peut pas deviner les intentions. Et ça, c'est plus du domaine de l'intention. Mais si le langage permettait d'écrire de l'intention pour ces choses-là, l'analyse statique pourrait utiliser cette information-là pour vérifier que l'intention est bien respectée. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y aurait quelque chose à faire, mais en collaboration avec les langages. Parce qu'on ne peut pas deviner l'intention aujourd'hui. D'autres questions ? Ouais. Moi, j'aurais peut-être juste dire une et demie. Quand on parle plutôt d'outils de test unitaire, ça se positionne comment par rapport aux outils, par rapport au type d'analyse que tu as décrit ici ? Est-ce que c'est la même chose dit d'une façon un peu plus fancy, c'est un groupement ou c'est complètement différent ? Alors, les tests unitaires, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'écrire les tests eux-mêmes.
Et ça, c'est assez décorrélé. Il y a le fait d'avoir du coverage qui s'ajoute au test. Et ça peut être combiné avec certains outils d'analyse statique. C'est-à-dire, bon, déjà, nous, notre outil, il affiche le coverage, mais le coverage peut être corrélé avec des métriques. Parce que, par exemple, une fonction très grande, mais avec un bon coverage, ça donne une information par rapport à une fonction très grande avec un mauvais coverage. Donc, si le but, c'est de détecter des zones qui ne sont pas très bons, le coverage peut se manipuler. Et le coverage est lié à la couverture des tests unitaires. Maintenant, il y a aussi le fait que il y a certaines règles qui ont plus de sens dans les tests unitaires ou au contraire moins de sens dans les tests unitaires que d'autres règles. Par exemple, on a des règles sur éviter des magic numbers dans le code. Dans les tests unitaires, les magic numbers, il y en a toutes les lignes parce que voilà, c'est ce qui fait sens. Donc, donc être capable d'identifier que du code est du code du test ou du code de prod peut aider à ce que certaines règles soient plus pertinentes ou d'autres. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres liens que je peux voir entre les trucs? Ah oui, il y a aussi autre chose qui pourrait exister, mais qu'aujourd'hui on ne fait pas, mais que j'aimerais bien qu'un jour on fasse. C'est quand on a les fameuses règles à base d'analyse sémantique qui vont dire que dans tel cas compliqué, dans quel cas tordu, tu as une fuite mémoire, par exemple. Aujourd'hui, quand on reporte ça à l'utilisateur, on va lui représenter ça avec une sorte de chemin à travers son code, en lui disant, alors si tu es passé là, que le if était vrai, que le else était machin, etc., en ce cas-là, tu as une fuite mémoire. Mais on peut se retrouver avec des chemins d'explication qui font 50 étapes. Chaque étape n'est pas facile à comprendre. Et l'utilisateur, quand il voit ça, il est en train de se dire ouais, mais est-ce que c'est vrai ou pas, ce truc-là? Et j'aimerais bien qu'au lieu de reporter le chemin, on dise à l'utilisateur, tiens, ajoute ce cas de test unitaire avec ces données en entrée, et ensuite utilise, et on te dit que dans ce cas de test unitaire, tu as une fuite mémoire à tel endroit, et utilise tes débuggers, tes outils auxquels tu es habitué, qui vont être plus riches pour te permettre d'avancer, de reculer, de regarder une autre variable dont tu ne connaissais pas la valeur, etc., pour comprendre d'où vient réellement ton truc. Donc il y aurait certainement une boucle de feedback à faire qui est que je pense que nos outils pourraient aider à écrire certains tests unitaires. Mais aujourd'hui, on ne fait pas. Et ça pourrait être complémentaire, en fait. C'est plus complémentaire oui, c'est pas... De toute façon, plus on a d'outils, mieux... Enfin, est-ce que je ne suis pas sûr que ce soit vous que je dois convaincre que plus on a d'outils, mieux c'est? Alors, vu les problèmes de rangement et de place qu'on a, la réponse n'est pas évidente. Qui ne prennent pas de place. Et sinon, j'ai une autre question. Après, peut-être... bon, sinon, si c'est une question à la con qui envoie trop loin, ne pas hésiter. Hein, c'est... qu'est-ce qu'il y aurait, on a beaucoup parlé de Misra, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres comme trucs équivalents ou / concurrents qui existeraient? Parce que moi dans ma boîte, je sais qu'on utilise d'autres trucs qui semblent des trucs un peu différents, mais pas tant que ça. Genre PCLint, on reçoit aussi des rapports QAC, Polyspace. Mais donc PCLint, c'est un outil qui fait tourner Misra, c'est ça? Qui applique les règles Misra. Je crois qu'il gère Misra maintenant, ouais. Parce que moi, je pense que bon, la dernière fois que je m'en suis servi, c'est il y a un certain temps, et on va dire que c'était pas suffisamment passionnant pour que je me souvienne de ce qu'il y avait dedans, mais je crois qu'il y avait un truc du genre, c'était complémentaire. En fait, il y avait les règles Misra qui étaient appliquées, avec moyen de les choisir ou pas, bien entendu, et il y avait des règles en plus un peu spécifiques aux gens qui avaient fait des outils. Ouais, donc PCLint gère effectivement ça, mais c'est un des outils, c'est un de nos concurrents. Le début de ta question, c'était quoi? Parce que c'est savoir s'il y avait d'autres trucs, d'autres jeux de règles ou d'autres concurrents ou équivalents de Misra qui ne seraient pas Misra. Ou des trucs Autosar, rien à voir. Il y a eu je peux en parler si tu veux, mais on va y passer la nuit. Et en fait, j'ai pas envie, ça m'emmerde. Autosar peut être vu comme pour combler un manque, parce que Misra 2008 n'évoluait pas. Ils avaient besoin d'un truc plus récent. Et Misra n'existait plus. Donc ils ont fait Autosar. Et un gros truc, et une partie d'Autosar, ils ont défini des règles. Mais Autosar a officiellement dit on arrête de définir des règles, c'est Misra 2023 que vous appliquez maintenant. Et il y a des membres, quand j'ai dit qu'il y avait des représentants des automobilistes dans l'équipe Misra, c'est des gens qui ont bossé sur les règles Autosar à l'époque. Comme c'est diplomatique, dit comme ça. Et je ne connais... Donc on peut dire d'un certain point de vue que là on est dans Misra 2.0 et qu'Autosar c'était Misra 1.5. Voilà. Ou 1.9 si... Voilà. Je ne connais pas d'autres jeux de règles qui soient partagés. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises
qui ont défini leur propre jeu de règles qu'ils veulent avoir et qui sont du coup qui n'ont pas forcément les outils pour les faire appliquer aussi bien que ça. Il y a quelques entreprises qui ont publié ces règles-là. Par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, il y avait Falcon Jet Strike ou un truc comme ça pour des avions de combat. Ils avaient publié gratuitement les règles en question. Mais je n'ai pas de connaissance d'autres jeux de règles qui ont été faits par un consortium et qui soient écrites de manière à être interprétables sans équivoque par différents outils. Ok, ça me va bien comme réponse, ça répond à la question. Et tout ça, c'est plutôt dans le domaine du C++ et du C que ça existe, parce que dans les autres langages, le besoin était moins perçu comme étant fort, puisque C++ mélange à la fois le fait d'être utilisé dans des endroits critiques, donc il y a des gens qui sont prêts à mettre des sous pour avoir de la qualité, et de permettre de faire des trucs merdiques, donc qui a un besoin à régler, quoi. D'un certain point de vue, on pourrait dire que Rust, c'est un ensemble de règles du même style, sauf qu'ils l'ont intégré directement dans le langage plutôt que de le faire par un truc séparé. Ok. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Ouais. Et il semble que ça vient de l'automobile, mais c'est marrant qu'il n'y ait pas effectivement d'autres domaines de d'autres industries qui font aussi des trucs critiques, qui utilisent aussi du C++. On a des clients qui ne sont pas du tout dans l'automobile et qui utilisent et qui sont très intéressés par Misra. Mais oui, mais dans ce consortium, oui, ça a été historiquement en fait créé par des gens de l'automobile, mais Voilà. l'avionique, le ferroviaire, le médical. le médical, je sais pas, des centrales nucléaires aussi ou d'autres, le militaire, à ce moment-là, se sont pas du tout intéressés en disant ah tiens, nous aussi on fait ça et En tout cas, ils ne participent pas. Ok. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Ils utilisent. Ça, c'est clair qu'ils utilisent dans d'autres domaines. Misra essaie de plus en plus de gommer son aspect automobile parce que ça restreint à quelque chose qui n'a pas de raison d'être plus restreint que ça. Ça a quand même une composante embarquée assez forte, c'est-à-dire que si on fait du logiciel pas embarqué, il y a quelques règles Misra qui ont moins de sens. On peut faire de critiques non embarquées, donc voilà, dans ce cas-là, ça a un peu moins de sens. Mais oui, il y a, le problème, c'est... Comme justement il n'y avait pas d'autres jeux de règles existants, les gens se sont tournés dans Misra, même dans des cas où ce n'était pas approprié en fait. Des gens qui ne font pas du tout de critique et qui ne faisaient pas de l'embarqué et qui se sont mis à suivre du Misra 2008 qui n'était pas terrible, il y en a. On s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Non, mais ça marche aussi dans l'autre sens aussi, parce que je sais que moi je travaille dans l'automobile et je sais que pour les calculs de fiabilité, on utilise beaucoup les outils, je crois que c'est FIDES, ça vient plutôt de l'aéronautique, donc c'est pas aussi compartimenté qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, c'est aussi assez rigolo qu'il y ait des gens qui parlent, vous parliez assez naturellement d'AutoSAR. Moi j'ai l'impression que c'est un truc vraiment spécifique automobile, mais non, en fait, parce qu'il n'y a pas que des aspects architecture. Mais bon, il y a certains aspects d'AutoSAR qui sont spécifiques automobile et puis il y a des aspects qui sont applicables plus largement, quoi. Ok. Écoutez, merci d'être venu.